Hey! Bonsoir entre deux jours! C'est nous, ça. Mais non, mais c'est ça que je veux dire. Bon, Ouais, bonsoir. mais mettons, un spectateur d'entre-deux-jours, c'est un quoi? J'y ai déjà pensé, essayer de trouver un petit nom Oui. pour nos Ouais, auditeurs pour et mon auditeur. auditrices. Ouais. Et Euh, c'était jamais des choses très, très glorieuses. Donc, on va garder ça comme ça, auditeurs et hey, auditrices. c'est ça. Ben, on pourrait appeler les génistes, les géneux. Nous autres, on dit géneux, hein. Ouais, J'ent- GNU, GNiste, là. J'entends. Dans le sud, ils disent géniste. Nous autres, on dit géneux. Bon, c'est ça, c'est ça. Là, on s'éloigne, Jonathan. On s'éloigne. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nouvel Oui! épisode. Tout en combat encore. Again. À ma gang Puis de géneux. là, fera, ça fera. Là, après ça, le prochain épisode, on pourrait slacker, parler de fruits, quelque chose. Là, tu sais. Ah, si tu me startes ses pommes, puis ses framboises, moi j'embarque, là. Ben oui. Non, mais aujourd'hui, on parlait de l'Académie Scrimissi. Ouais. Dans le fond, on a reçu Alexandre Ménard, qui était anciennement le DG, qui est maintenant, qui est encore responsable et tout ça. Mais bref, il est instructeur depuis, ça fait comme 12 ans qu'il est dans l'école. Fait qu'il nous a comme dépeint tout ce que c'était, les Tout ce qu'il y a différentes autour, sortes de ouais. Live Blade, mais aussi qu'est-ce que c'est, dans le fond, de l'académie. Avec quoi qu'ils se battent, comment qu'ils se battent, pourquoi qu'ils se battent, etc., etc. Il y a beaucoup de thinking en arrière des Ouais, coups. c'est ça, tu sais. Puis Ouais. d'ailleurs, il y a une façon de faire ses duels, puis tout ça. Une petite twist à apporter au duel vraiment Ah nice ouais. que je pense qu'on va Pour les pouvoir même tournois, là. ajouter dans nos tournois d'épée mousse. Tu sais. Je trouve ça c'est drôle T'aimes le monde ça qui dire font de épée-moi, la ça? vie puis qui disent épée mousse. Fait que ouais, c'était un super beau podcast, ça a coulé super beau comme on disait, on n'aurait même pas eu besoin d'être là aussi. On dirait Il qu'il avait partait, il fait ça toute sa vie. partait. On dirait qu'il était habitué d'être représentant de ces affaires-là. Quasiment, Je comprends pas. quasiment. Fait que, hey, John, c'était pas mal ça, là, je pense. Ben ouais. Ben Hein? ouais. Et zéro tapaille, là. Zéro tapaille Zéro ici. terre-paille aujourd'hui. Fait que, on vous aime. Bonjour à nos Patreons. D'ailleurs, on vous aime. Chance d'être là. Hey, salut mon Johnny Boy! Ça va bien? Ben, c'est sûr, ça va bien. À soir, encore un podcast de combat. Christy, on On lâche aime ça. là, On aime ça. lâche pas On la aime patate. ça. On aime ça. Ouais, c'est ça. Mais là, un peu différent. On lâche la mousse, on s'en va vers le métal. Puis là, c'est ça. Puis là, il va nous démystifier, là, comme vraiment, c'est quoi la différence entre plus le BO, le Live Blade, le ci, le ça, le rotin. C'est ce qu'on va parler avec lui. Tu le connaissais-tu? Moi, je le connaissais pas non plus. Non, mais on va apprendre à le connaître tout le monde Bon, on va ensemble. apprendre à le connaître. Ça sert à ça, le podcast en même temps. Ben Donc, on oui. reçoit Alexandre Ménard. C'est bien ça? C'est l'exact. Yes! Ben, salut, man. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation, premièrement. Ben, merci à vous de m'accueillir, c'est super apprécié. Fait que sans aller trop dans, mettons, l'école puis tout ça tout de suite, ben, pas l'école, là, c'est vraiment l'académie Scrimissi, là, je vais utiliser les bons termes. Avant de trop parler de l'académie, parle-nous de toi un peu, genre, c'est quoi ton background, pourquoi ça, pourquoi toi, tu sais. C'est quand même une bonne question, en effet. Ben, écoutez, je pense que là-dessus, on est tous un peu une communauté à se ressembler quelque part là-dedans, c'est-à-dire que je me suis intéressé à des affaires, que ce soit D&D, Warhammer, le GN. J'ai fait du GN, organisé du GN pendant 12 ans. Fait que, tu sais, un peu tout ce qui impliquait de se frapper dessus avec des épées ou du combat, puis des aventures un peu épiques, ça m'a toujours rejoint. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, ben, l'escrime moderne avec les fleurets, les petites épées, puis tout ça, ça me rejoignait pas. C'était pas ce que je trouvais cool qui m'intéressait tout. Fait qu'éventuellement, je suis rabattu sur l'épée mousse. Puis finalement, j'ai pris goût à tout ce qui est roleplay autour pour faire des aventures de malade. Mais il y avait tout le temps cette petite fibre-là de « Hey, j'aimerais ça savoir comment que ça se passe, comment que ça marche, c'est quoi, en vrai, tout ça. » Puis au fil du temps, ben, essentiellement, j'ai été exposé de plus en plus au milieu du médiéval, notamment dans le milieu des GN, de rencontrer des gens qui faisaient de la reconstitution historique, etc. Puis ben, dans mon background, essentiellement, il y a un peu plus d'une douzaine d'années,
j'ai rencontré un ami qui avait commencé à faire du GN avec moi, puis lui, il m'a parlé qu'il était dans un groupe de reconstruction historique qui s'appelait l'Association médiévale de Québec. Puis on s'est mis à faire du combat que souvent on appelait du live blade, tout ça. Fait qu'on se battait avec des représentations d'épée quand même plutôt lourdes, mais on faisait surtout du combat de spectacle, tout ça. Puis moi, j'étais content parce que là, j'avais une épée en acier. Des trucs. Ouais, c'était pas chorégraphié, c'était plus à l'instinct / l'improvisation. Mais oui, c'était dans l'idée que tu pouvais être à un mariage ou bien dans une fête médiévale comme Saint-Marcelin ou les médiévales de la Naudière. Puis là, on pouvait se mettre en armure, puis se taper dessus, puis faire du show, puis on faire même une histoire pour que le monde aime un ou l'autre des combattants, puis là, vote pour qui il gagne, encourage. Genre de la lutte, mais avec des blades, là, tu sais. C'est en fait absolument vrai ce que tu dis. Souvent, ce qu'on faisait, c'est que le combattant qui attirait le plus de sympathie puis qui se faisait le plus encourager, ben là, les deux combattants qui se tapaient dessus s'entendaient que celui-là qui avait la pire du peuple allait être le gagnant. Fait que des fois, ça donnait un sport cocasse. Là, je suis vraiment content. Mais c'est ça, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté genre martial plus que le côté théâtral du combat, encore une fois. Puis je me suis retrouvé dans ce processus, à force d'être en contact avec plein de gens du milieu du médiéval, avec une personne qui avait été étudiante de scrimicie avec le fondateur de notre style de combat. Elle m'a dit, ben va en faire avec Gabriel Mayotte, qui est le créateur de la scrimicie originalement. Elle m'a dit, lui, il donne des cours à toutes les semaines, tout ça, fait que tu vas en avoir pour la quantité que tu en veux, tu vas pouvoir apprendre. Puis moi, essentiellement, ben là, c'est là qu'on en remonte à près d'il y a une douzaine d'années. Je rencontre Gabriel Mayotte. J'arrive à un moment où lui, il est coach pour une petite école d'escrime d'un autre groupe de reconstruction historique. Mais ils sont 4-5. Là, c'est une toute petite affaire à ce moment-là. Lui, personnellement, ne s'intéresse pas à développer une école. Il coach juste ceux qui sont intéressés qui viennent là. Puis moi, je me retrouve à être en cours avec Gabriel pendant quasiment une saison complète où on se ramasse à être quasiment juste les deux. Fait que lui, il se met à me transférer toutes ses compétences, ses connaissances. Moi, à ce moment-là, j'étais étudiant, j'ai pas de char. Puis là, après les cours, il me dit, ben écoute, t'es sur mon chemin, je peux te laisser chez toi. Fait qu'il me ramène chez nous, mais finalement, on jase d'escrime, de matière, de théorie, de tactique, tout ça pendant des heures dans son char. Il m'a même déjà confié un peu à la blague que sa conjointe commençait à se demander s'il y avait une amende parce qu'il restait vraiment long dans les cours. C'est bon, ça. Et lui, il voyait en toi, s'il savait qu'un matin, t'allais pouvoir prendre l'école, il était comme, si je vais le former. Ça se peut bien parce que lui, ça ne l'a jamais intéressé, le côté, tu sais, organiser une école, des choses de même. Il l'a fait parfois au fil des décennies, mais ça n'a jamais été trop son truc. Alors que moi, ça a tout le temps été un peu ma vibe, organiser des projets, organiser du GN, qui est dans différentes organisations, tout ça. Puis j'ai dit, ben écoute, moi, je vais starter mon école. C'est un peu là que ça a starté. Puis là, une bonne amie d'aujourd'hui, mais qui était ma blonde à l'époque, plus une de mes meilleures amies, ont fait genre, hey, nous, ça nous tente de faire de l'escrime. Ils ont commencé à en faire. Éventuellement, ça a formé les premiers profs qui l'ont fait avec moi. On a ouvert notre propre école, puis ça a grossi au fil du temps. Donc, c'est drôle parce que j'ai jamais été nécessairement un grand sportif. J'ai pas joué au soccer ou fait du hockey ou quoi que ce soit dans ma vie. Ça m'a jamais rejoint. Mais du moment que j'ai eu accès à ce sport-là, d'aller faire des heures, à m'entraîner, à me battre à l'épée, à apprendre des trucs, tout ça, ben c'est là que j'ai commencé à trouver la fibre sportive en moi, puis me passionner de tout ce qui vient avec aussi, coaching, entraînement, nutrition sportive, etc. Ça s'est tout progressivement développé avec le temps. Fait que... Ouais, parce que là, dans le fond, tu es devenu entraîneur, comment on appelle ça, un prof, un entraîneur? Ben, il y a plusieurs manières de dire. Nous autres, à Scrimici, dans le contexte de notre école à nous, on va dire un instructeur. Mais tu sais, tout est un peu bon, là, pour coach, instructeur, etc. La seule chose qu'on va jamais se permettre d'utiliser, du moins à l'interne de notre propre organisation, c'est le concept de maître ou maître d'armes. Donc, OK. Pourquoi, Jean? Plusieurs choses. Premièrement, c'est que beaucoup de gens qui se prétendent être maîtres d'armes dans des trucs d'arts martiaux sont généralement autoproclamés. Là, s'ils ont décidé qu'ils sont assez bons, ils veulent se faire un peu maîtres d'armes. Dans notre démarche, on vise beaucoup à aller dans l'humilité puis justement de rechercher l'humilité tout ça, puis prétendre que tu maîtrises quelque chose alors que plus t'en sais, plus tu découvres que t'en sais pas. C'est pas exactement une approche que je perçois legit selon moi. La deuxième chose aussi, c'est que essentiellement, si on va dans le côté vraiment du maniement des armes, en ce moment, il y a objectivement un cours pour être maître d'armes à l'université en escrime moderne. Donc, diplôme, si quelqu'un est maître d'armes en escrime moderne, ben, à moins qu'il mente, en théorie, c'est une personne qui est vraiment un maître d'armes dans sa discipline. Nous, on n'a rien de ça. Donc, à la limite, on peut accepter que nos pairs ou des semblables nous reconnaissent comme tels, mais a priori, on n'accepte pas puis on ne valorise pas le fait d'utiliser ce titre-là. Un peu de chevalerie et d'humilité, c'est bien. On essaye. Ouais, c'est ça, c'est efficace. Est-ce que ça prend un... Fait
faut pas que tu sois quelqu'un de sportif nécessairement là, pour faire ça, dans le fond. Ben, tu sais, c'est sûr que ça dépend des disciplines. Là. Tantôt, on prend glisser un mot justement de tout ce qui est Live Blade, BO, escrime médiéval, AMHE, blablabla, Némite, là, on pourra en parler. Dans nous, ce qu'on va pratiquer, qui est une forme d'un AMHE, on est beaucoup orienté sur ce qu'on va dire dans un combat qui est très tactique. C'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est non pas d'être ultra performant, d'être ultra vite, de dire « Ah, je suis capable de faire cette technique-là super vite, puis je l'ai faite 50 millions de fois pour la faire à la perfection. » Nous, notre but, c'est de travailler la stratégie. Donc, c'est de travailler le piège, c'est de travailler la ruse de façon à contrôler et piéger l'adversaire. J'ai pas besoin d'être d'une grande performance physique si je réussis à voir que tu as telle faiblesse, puis je te force à t'ouvrir pour l'exploiter. C'est sûr et certain, par contre, que quand on fait une soirée de 2 heures d'entraînement, naturellement, la forme physique est challengée et vient avec parce que c'est pas ton seul duel de ta vie que tu fais ce soir-là, t'en fais 150 de suite parce que c'est cool. Fait que là, c'est sûr que tu t'épuises puis tu y vas à ton beat. Mais essentiellement, c'est pas un sport où le talent repose pleinement sur la performance. Ma première compétition que je suis allé faire en escrime médiévale, je venais de me défaire un genou dans un accident absolument pas lié à ça. Fait que j'avais de la misère encore à marcher. Là, ça me prenait une canne en temps normal. Puis je suis rentré dans l'arène blessé, puis c'était une époque où justement, c'était quand même dans mes débuts puis tout ça, puis c'était bien avant une perte de poids assez sévère, fait que je fais 5 pieds 9 et demi, puis je pesais 260 livres. Fait que j'étais pas à mon meilleur de shape physique avec un genou blessé, puis j'ai quand même remporté l'or dans une compétition. Donc, j'étais loin d'avoir la shape physique que mes adversaires avaient. Bon, c'était une compétition considérée comme étant débutant à l'époque, parce que c'était la première compétition qu'on avait au Québec. Mais je suis rentré quand même dans un ring. Moi, le gars jamais sportif, que j'ai encore moins jamais approché de la compétition. Je rentre cette fois-là blessé, en surpoids, puis je gagne une médaille. Notre approche était vraiment faite pour ne pas être nécessairement basée sur la performance, mais sur piéger, trouver des solutions, puis tout ça. Fait que ça a fait que j'ai pu bien m'en sortir dans le contexte. Je trouve ça intéressant que tu dises la stratégie puis tout, parce que j'imagine que c'est des duels exclusivement ou principalement. Ben, c'est sûr que nous autres, on va s'amuser à jouer à d'autres choses. Fait que des fois, on va faire du combat de groupe, du duel, du combat, etc. Mais ultimement, ce qu'on enseigne beaucoup plus, c'est en effet le duel. Donc, la tactique va être plus à un niveau individuel, comment je peux identifier des faiblesses puis des choses que je peux exploiter chez l'adversaire puis le forcer à les exposer. Pendant que si on fait du combat plusieurs, le focus stratégique va changer. Il va beaucoup plus tourner autour de la discipline puis de la patience, du sens d'observation, du travail d'équipe, que d'être dans le talent du combattant. Par exemple, quand on va organiser du combat en groupe, il y a des combattants qui vont être excellents en combat en équipe, qui sont pas très bons au maniement des armes, parce qu'en fait, ta compétence individuelle au maniement des armes est beaucoup moins importante dans un combat de groupe, parce que tu n'as pas le temps de te concentrer sur tes skills d'armes et sur ceux de l'adversaire. Ouais. Ça tombe de partout. Fait que c'est à partir de là, c'est beaucoup plus un jeu de placement, de positionnement et de réflexion. On n'entraîne pas plein de choses. Si je veux entraîner quelqu'un dans un art martial, ben c'est sûr et certain qu'à partir de là, c'est plus une exploration individuelle de la personne. Donc, c'est là qu'on va pouvoir entraîner plus de stock au niveau technique puis de compétences chez l'individu, pendant qu'en groupe, on va être vraiment plus dans un sport d'équipe plus conventionnel, ce qui est quand même super cool, puis on aime bien ça en faire quand même. Là. Mais c'est ça, on va être beaucoup plus dans le duel. Les compétitions vont se passer dans le duel. OK, c'est ça. Les activités vont se faire dans le duel aussi. Là. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait en masse de stuff. Je suis allé aux États-Unis il y a 2 ans, puis on a fait un genre 30 contre 30 à l'épée 2 mains en acier, puis c'était assez impressionnant pareil, mais c'était vraiment un trip qu'on s'est tapé une gang de gens de partout en Amérique du Nord. Donc, Wow. pas une discipline formelle dans le milieu de l'escrime médiéval. Non. C'est ça, le tournoi, c'est sûr que ce qui compte, c'est le duel un contre un. Là. Fait que là, c'est ça. Là. Décris-nous c'est quoi. Mettons, là, pour mettons ceux qui n'ont jamais eu de visuel là-dessus, c'est quoi exactement? Quelles langues qui sont utilisées? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je demanderais le at-large de ce qui ressemble à ce que tu fais, comme que tu avais dit, là, que tu t'expliquerais ce qu'il y a autour. Puis là, après ça, une fois que tu vas nous avoir expliqué tout ce qu'il y a autour, là, on va pouvoir bien se concentrer sur ta maîtrise. Ouais, logique. C'est fort. C'est fort. Mais préparé en 2 jours, toi. Yes, écoutez, je vais essayer de faire ça le plus efficace puis straightforward possible. Essentiellement... Ah non, hey, regarde, on a du temps en masse. Là, on est pas pressé. Ils sont en train de faire le lavage. Mais c'est sûr que si tu prends plus de temps pour les autres que pour tes trucs, c'est moi qui m'en ai. Non, essentiellement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline que moi je fais avec la scrimétie, c'est une discipline qui existe grosso modo depuis une 30aine d'années. OK? Je dis grosso modo parce que
contrairement mettons, à l'escrime moderne, qui est un descendant direct des sports de combat qui ont résulté du duel et des arts martiaux, mettons, du 18e siècle, du 19e siècle, puis qui en a une version vraiment modernisée qui a évolué comme un sport qui est même olympique aujourd'hui, l'escrime médiéval s'est perdu. Un, parce que le Moyen-Âge a fini, puis deux, parce que tout ce qui en a succédé n'a pas nécessairement eu de contexte légal dans lequel continuer autrement que l'escrime moderne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dans une situation où en fait, ce sport-là est en train de se définir beaucoup. Et donc, il y a eu plusieurs variations, plusieurs approches, essentiellement tout du monde qui ont dit « Hey, ça serait cool de se rebattre comme des chevaliers ou des mousquetaires ou des soldats de la Renaissance ou même des soldats américains de la guerre de sécession, etc. » Donc, tout le monde s'est un peu attaqué à ça dans tous les sens. Fait que, par exemple, beaucoup de groupes ont fait ce qui était souvent connu au Québec comme étant appelé le Live Blade, qui est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Puis essentiellement, le Live Blade, souvent traduit comme étant lame V, c'était l'idée de se dire « je me bats avec des vraies épées / je me bats avec des épées en métal ». Ça a été en fait... Mais ça englobe carrément trop plein d'affaires, là, tu sais. Ben, il y a beaucoup de variétés déjà. Puis ce qui arrive en fait, c'est que la plupart du monde qui avait du Live Blade, c'est du monde qui ont essentiellement essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'à récemment, on n'avait pas vraiment de traité historique de comment les gens faisaient dans le temps en combat. Tu sais, oui, on avait des gravures de grandes batailles avant même, mais comment un maître d'armes enseignait, comment un combat se passait, c'était peu accessible. Encore plus au Canada, parce qu'on n'a pas eu de moyen âge. Donc, il y avait encore moins d'accès à des outils, des reliques, des artefacts, tout ça. Les gens qui ont commencé à s'intéresser à ça, ils ont appelé ça le Live Blade. Puis essentiellement, comme on n'avait pas accès, il n'y avait pas nécessairement l'expertise à nouveau dans des forgerons qui faisaient des bonnes épées de pratique ou autre. Ben, le monde se faisait des maillotches en métal. Là. Moi, je me rappelle, j'avais un fabricant, puis je me revirais, le gars, il me prenait une feuille de métal, il découpait ça au plasma, puis c'était des épées que la lame était épaisse de même, puis il pesait genre 9 livres chaque, puis si tu te frappais dans un casque de plate, ben, tu le bossais. Donc, ces épées-là n'avaient aucun bon sens, puis ça n'approchait pas du tout de la vérité. Puis, si tu parles à ben du Live Blade, il y en a bien qui vont me parler du temps qu'ils se battaient avec ce qu'on appelait communément des flat bars, c'est-à-dire une barre de métal flat découpée en forme de garde. Éventuellement, il y a des meilleures armes qui ont été faites pour faire du Live Blade, mais une des choses qui se passe, c'est que le Live Blade, souvent, est fait dans un contexte de reconstruction historique. Par exemple, si vous allez voir les gangs qui font du viking, dans les troupes de vikings, mettons viking, des etc., vont souvent être plus dans une vibe Live Blade. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'ils veulent une épée qui a l'air d'une épée, donc ils vont avoir le vrai format de la lame, mais comme ils veulent pas se tuer pour des raisons évidentes, puis avoir du fun, puis revenir chez eux après leur fin de semaine d'activité, puis qu'ils font ça en costume, bien, ils vont avoir des épées qui vont avoir une lame épaisse. Ce que ça fait, c'est qu'elle tranche pas, parce qu'elle est trop épaisse. Okay. Mais ce que ça fait, c'est parce qu'une vraie lame, c'est tranchant, donc c'est épais au milieu, mais ça devient mince comme, j'exagère un peu, mais une feuille de papier sur les tranchants, donc tu enlèves facilement la moitié du poids d'épées qui ont. Fait que quand on fait du Live Blade, on va avoir des épées qui pèsent généralement très lourd. Puis souvent, on va être dans une costumé, puis on dira bien ce qu'on veut. Les protections d'époque, surtout si on est avant les grosses full plate, tout ça, donc plus 13e siècle, 12e siècle, puis même en descendant, c'est des armures qui sont pas complètes. T'sais, par exemple, les Vikings vont avoir une partie du visage exposée. Ouais, c'est ça. Ils vont avoir des gants en cuir à la place d'avoir des gants de full plate, tout ça. Donc, c'est des styles de combat qu'on n'aura pas le choix de transformer pour passer de réaliste à survivable. Sécuritaire. OK, c'est ça. Fait pas sécuritaire, survivable. Et non, des techniques legit qui marcheraient dans la vraie vie, genre piquer quelqu'un en face, parce que leur casque les protège pas. Donc, quand on va être dans Live Blade, généralement, on va être dans des formes de combat qui occultent, par besoin de sécurité, énormément de ce qui est réaliste à faire dans un duel. De la même manière qu'en GN, on ne frappera pas à la tête et on ne piquera pas, bien, la plupart de ces sports-là vont pas se frapper à la tête parce qu'on a des casques en métal, mais ne vont pas piquer parce que ça peut se faufiler dans un trou d'armure puis blesser. Puis ils ne frapperont pas certaines cibles parce qu'une épée en métal qui touche ces cibles-là avec peu d'armure vont casser quelque chose. Donc, ils vont viser essentiellement à frapper sur de l'armure, alors que dans la vraie vie, ton but, c'est de frapper où il n'y a pas d'armure. C'est ça. OK, ouais. Si on y va dans un exemple même, à partir de là, il y en a plusieurs. Moi, quand j'ai commencé à faire du médiéval, je faisais de la reconstruction au 12e siècle. Fait que je me battais en côte de maille, j'avais un casque, j'avais des gros gants en cuir puis en maille. Puis si tu me bargeais ses mains, tu peux me casser les doigts au travers. Fait qu'on interdisait les coups des mains, par exemple. On n'avait pas de coups en stock, sauf s'il était vraiment bas pour être sûr que quand on varge dessus de haut en bas, qu'il aille dans le sol plutôt que tu lui montes dans ta face. Fait que des choses de même. Fait que tu sais, on s'en a que oui, on se battait, on faisait des trucs, il y avait quand même des techniques à apprendre, mais on était loin dans du vrai combat parce que c'était surtout fait pour être sécuritaire, être fun, puis être regardable pour le commun des mortels. Si on va après ça dans d'autres exemples, ben, on a ce qu'on appelle le BO, ou souvent en anglais, admettons, il y a une compétition de ça qui s'appelle Battle of the Nation, puis des choses comme ça. Le BO, c'est un cas particulier, c'est souvent
attribué au Life Blade aussi, parce qu'essentiellement, ils vont jamais se battre avec des épées qui sont encore une fois plus massives que des vraies, puis tout ça. Le principe, sans aller trop en détail, du BO, puis ça, c'est tout à fait que j'aime démystifier, c'est que c'est pas du vrai combat en armure, du BO. Ils se tapent dessus pour vrai, puis ils sont en armure, mais le BO est en fait une reconstitution, plus ou moins fidèle, dépendamment des groupes, d'un sport de combat qui a existé au Moyen-Âge. À un moment donné, des nobles, essentiellement, pour dire ça de façon très claire, qui ont fait « Hey, mourir, c'est plate. » Fait qu'à la place, on pourrait régler nos affaires dans des compétitions, des combats. Puis ils ont essentiellement dit « OK, en armure. » Des volets. Ouais, ben, puis c'est surtout, on n'a pas le droit de faire les techniques qu'on fera en armure pour tuer l'autre, parce que le but, c'est de survivre. Fait que le BO interdit, encore une fois, les techniques réelles qu'on ferait si on se battait en armure. Parce que le but en armure, à la limite, c'est de mettre le gars à terre, de relever sa visière, de le poignarder, de lever son bras, de rentrer une épée par en dessous dans une faiblesse, tout ça. Alors qu'en BO, encore une fois, les estocs ne sont pas permis. Mais les armes efficaces pour percer les armures, admettons comme un bec de corbin, etc., ces armes-là ne sont pas permises dans cette activité-là ou sont modifiées pour garder sécuritaire. Fait que le BO devient un sport énormément exigeant d'endurance. Puis je le dis plus que c'est une manière de faire de la boxe. Tu sais, le BO est un peu à la boxe ce que l'escrime médiéval va être, admettons, à des arts martiaux plus conventionnels comme le MMA, admettons. OK? Donc, oui, il y a des parts réalistes, on se tape dessus pareil, c'est très difficile quand même, mais on n'est pas dans un objectif de recréation très réaliste d'un vrai combat parce que justement, tout ce qui est efficace à faire dans un vrai combat en armure, on n'a pas le droit de le faire. Donc, c'est un peu tout ça. Puis maintenant, il existe un courant qui est lui-même ensuite quelque chose de colossal qui s'appelle, souvent en français, on va l'appeler AMHE, c'est-à-dire Arts martiaux historiques européens ou communément en anglais HEMA, donc Historical European Martial Arts. L'escrime ici se trouve dans ce courant-là. Mais encore là, il y a des gens plus craqués d'histoire qui vont dire qu'on n'est absolument pas dans le courant des AMHE. Mais essentiellement, les AMHE, c'est quoi? Puis quand j'explique que notre sport existe depuis environ une trentaine d'années pour faire ça large, c'est qu'essentiellement, si je m'en vais plus du côté de l'Europe, c'est qu'éventuellement, des gens, justement, dans la vibe du Life Blade, tout ça, ont commencé à vouloir recréer les techniques de combat. Certains groupes s'y sont attaqués, comme l'escrime ici à Québec sous Gabriel Mayotte des années 90, pour leur dire « Hey, j'aimerais ça savoir sérieusement comment les gens se battaient dans le temps. Plutôt que d'en faire un sport avec des règles qui ne représentent pas la réalité, on va essayer d'être le plus réaliste possible. » Fait que, par exemple, quand Gabriel Mayotte voyait que tout le monde se mangeait des coups dans les mains puis qu'il disait « Oh, on ne comptera pas les coups dans les mains, c'est dangereux. » Gabriel se disait « Il faut que je trouve des techniques pour ne pas me faire frapper dans les mains, mais que les mains soient une cible valide. » Donc, le vrai stand-up ne peut pas dire « Hey, les mains, ça compte pas, t'as pas de choper 4 de mes doigts. » Fait que lui, il se dit « OK, comment je peux développer une technique qui va protéger mes mains dans un combat? » Donc, il était vraiment dans une logique de tu te fais toucher, tu te fais blesser, puis à simuler un combat essentiellement qu'on va dire sans armure, comme un duel judiciaire ou autre. C'est-à-dire que oui, on se bat à l'épée, mais justement, on porte pas d'armure. Si tu me frappes dans le bras, tu me blesses le bras. Si tu me piques dans la face, je suis mort, etc., etc. Puis on commençait ça bon an, mal an à l'époque avec des outils comme des épées en bois, certaines épées en métal qui étaient faites avec un flex plus sur des specs réalistes, tout ça, puis peu de protection pour être le plus proche possible de la chose, surtout parce que les protections n'avaient pas bien évolué. Un peu partout dans le monde, des groupes ont commencé à faire ça, qui était souvent, je dirais, une approche qui voulait être plus dans l'art martial, qui déviait du Life Blade, mais qui ont starté un peu à la même place. Puis ce qui est intéressant, c'est que notamment en Europe, ils ont commencé dans certaines bibliothèques ou des groupes universitaires à trouver des traités historiques de maîtres d'armes qui ont existé puis qui étaient comme perdus. Puis à partir de là, des gens ont dit « Hey, on va traduire ces traités-là, puis on va commencer à faire des groupes d'études pour reconstituer le contenu. » Parce qu'on s'entend que c'est comme des enluminures, c'est des dessins avec la perspective médiévale qui n'est pas tout le temps sa coche, disons. Puis des textes, par exemple, un des maîtres d'armes, les Steinauer, essentiellement, son traité, c'est surtout un poème avec quelques vagues descriptions des actions, puis il faut que tu conclues de tout ça comment te battre à l'épée. Il y a d'autres traités comme Fiore, qui est un maître d'armes italien, que lui, il a vraiment des dessins quand même bien élaborés avec technique par technique, quoi faire, tout ça. Puis Fiore, par exemple, lui, il va expliquer comment se battre à l'épée en armure, sans armure, avec différentes armes en plus, puis tout ça. Fait qu'il va approcher plusieurs aspects du combat, alors que d'autres vont dire voici comment te battre à l'épée une main puis un bouclier de poing. OK? Il va y avoir vraiment de tout. Puis ce qui fait que les arts martiaux historiques européens qui découlent de tout ça, en eux-mêmes, sont plusieurs arts martiaux différents. Parce que si tu fais 1.33 qui est justement de l'épée boxe, c'est un art martial spécifique dans un traité spécifique qui s'intéresse à une époque puis un contexte spécifique. Pendant que si tu fais du Fiore, tu t'intéresses à un maître d'armes en Italie dans une région spécifique à un moment spécifique. Donc, c'est tous des arts martiaux différents au même titre qu'on pourrait dire que le kendo est différent du kung-fu puis est différent du karaté. Donc, les arts martiaux européens pourraient être vus comme étant un groupuscule d'arts martiaux au même titre qu'on va dire souvent de façon très large des arts martiaux orientaux ou asiatiques. La différence qu'on a avec les arts martiaux historiques,
européen, c'est qu'on va généralement dire que ce qui se situe comme un art martial historique, là, ça, encore une fois, c'est pas complètement entendu et mis en accord sur la plupart de la communauté, c'est qu'il y a eu un bris de tradition. À un moment donné, cet art-là a cessé d'être enseigné. Et maintenant, en fait, des gens doivent le reconstituer à partir de traités, de textes, tout ça, parce qu'il n'y a plus de maître d'armes qui a construit. Où l'escrime moderne a été enseigné et construit à partir d'arts martiaux qui, aujourd'hui, pourraient être considérés historiques. Elle n'a pas un bris de tradition, mais est devenue plus un sport qu'un art martial au final. Ouais. Les arts martiaux historiques européens, eux, ont des bris de tradition. Donc, en théorie, à moins que quelqu'un se cache dans le monde, il n'y a pas aucun maître d'armes qui a appris d'un maître d'armes, qui a appris d'un maître d'armes, qui a appris de Fiore en Italie. OK? Donc, cet art martial-là est mort et des gens l'ont ressuscité. Donc, c'est une approche très large parce qu'à partir de là, il y a de multiples sujets, dont du combat en armure dans les AMHE. Sauf que là, c'est du combat en armure qu'on va vouloir mettre des protections modernes en dessous de l'armure pour dire, OK, on va viser maintenant à faire des estocs d'un trou de l'armure. On va viser à lever le bras pour frapper avec une dague en dessous de tout ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le sport des AMHE, après 30 ans d'évolution, a développé des outils modernes qui permettent de simuler un combat réaliste et sécuritaire. C'est-à-dire que, par exemple, on peut se comparer à de l'escrime moderne. T'sais, vous avez toute l'image un peu du combattant qui est en veste blanche avec le masque, puis des tupadés, puis tout ça. La différence, c'est que comme nous, on va utiliser des épées à deux mains ou des boucliers avec un sabre, puis des choses comme ça. Bien, les armes qu'on a sont plus massives. Ils ont un poids plus réaliste, tout ça. Fait que ce qu'on va développer, en fait, c'est qu'on va avoir des vestes qui vont être plus proches d'un gambison médiéval avec un tissu anti-perforation que la lame pète et que ça ne pète pas comme sur l'escrime moderne. Nos gants vont être généralement, on va souvent les appeler des gants, c'est comme des gants coqués. Fait que ça va ressembler un peu à des gants de plate, mais à main fermée comme une mitaine, en plastique très épais. On va avoir un gorgerin en dessous de notre masque d'escrime. Le masque d'escrime en lui-même va avoir une grille faite beaucoup plus forte qu'un masque d'escrime moderne. On va avoir des fois même plastique. Donc, le but, c'est quand même d'avoir Et votre gear, vous la prenez où, justement? C'est pas au Québec, c'est fait, là, certains. Non, en ce moment, il n'y a pas de fournisseur québécois à ce niveau-là. C'est souvent plus en Europe ou au Moyen-Orient que c'est fabriqué. Puis, dans le fond, c'est une version vraiment heavy duty du gear d'escrime moderne parce que le but, c'est de simuler qu'on n'a pas d'arme quand on se bat. Fait qu'on veut quand même l'équipement qui est le plus léger possible. Donc, tu sais, on pourrait mettre une cotte de main, mais on ne simulerait plus du combat sans armure si on met une cotte de main. Parce qu'encore une fois, l'épée, c'est pas une arme qui sert à affronter des armures. Ben, dans le marbre, tu peux t'arranger, mais le but d'une épée, c'est de frapper où il n'y a pas d'armure. Fait que si tu fais du duel à l'épée, généralement, c'est du duel sans armure. Donc, on veut de l'équipement qui représente l'absence d'armure. D'accord. OK. Les épées, ça va être la même chose. Si on les regarde, souvent, il va y avoir un format qui va être un peu weird. Là, souvent, c'est ce qu'on va appeler le format FEDER, qui est basé sur un principe historique des épées qu'on disait de fédération, qui étaient des épées sportives de la fin du Moyen-Âge, puis un peu après le Moyen-Âge, qui sont essentiellement comme les épées d'escrime moderne. Si je pique à terre, elles vont plier au complet. Fait que je peux stocker l'arme plie. On va mettre une mouche, donc c'est vraiment une protection au bout de la pointe pour qu'on soit certain que ça soit sécuritaire. Puis l'épée, au lieu d'avoir une format d'une lame triangulaire comme une vraie épée, elle va commencer comme une vraie lame, mais elle va devenir une petite baguette après ça, si on veut. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais tantôt avec les épées de Lightblade qui sont souvent très lourdes, si je veux pas que mon épée tranche, il faut que j'épaississe la lame. Mais si j'épaissis la lame, je la rends plus lourde. Fait que le truc avec les épées d'escrime historiques, c'est que vu qu'on épaissit la lame pour qu'elle soit safe, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire la largeur de la lame pour compenser. Donc, la lame est plus épaisse, mais étant moins large, va revenir dans un poids relativement similaire à une vraie épée, en demeurant sécuritaire. Aujourd'hui, on a développé des outils modernisés, donc des bonnes protections modernes, des épées comme ça, qui fait que si je me bats l'épée contre quelqu'un, je peux littéralement commencer un duel, on est en équipement, la personne avance, je tasse son épée, je le stock en plein visage, ma lame va plier pour absorber une partie du choc. C'est sûr que c'est d'un coup qu'on sent le plus, mais le masque va dévier l'impact en plus pour éviter que ça sonne. Puis ben, je vais être capable de faire un coup comme je voudrais faire dans la vraie vie, c'est-à-dire traverser la tête de quelqu'un avec un coup d'épée. Je peux le faire. Je ne suis pas, grâce à cet équipement-là, lié à des contraintes de réalisme par souci de sécurité parce que l'équipement le fait. Ça, c'est nice. Oui, non, c'est vraiment intéressant parce que quand je disais c'est plus proche du MMA pour le médiéval, où on pourrait dire que le BO est comme la boxe pour le médiéval, si on veut, c'est que là, même si on ne peut pas tout faire comme dans la vraie vie, de la même manière qu'en MMA, il ne se crève pas les yeux puis il ne s'arrache pas des dents, là, ben, en MHA, on ne fera pas des passes genre je te fais une clé de bras pour te casser un coude ou des actions comme ça, ou par exemple, comme les masques et les équipements sont faits pour presque dévier les coups, ben, les coups de pommeau doivent être arrêtés. Fait que, par exemple, si je me bats, je vais donner un coup de poing avec la poignée, ben, je vais souvent, puis là, ça dépend des groupes, tout le monde a un peu ses règles, mais nous, on va exiger que notre athlète crie pommeau très fort, puis qu'il fasse juste donner une petite tape dans la grille avec le pommeau.
Parce que le pommeau, surtout avec toutes les mains, c'est tellement stable, tellement large que le masque ne déviera pas le coup. Et si je fais un vrai coup de pommeau fort puis que je veux m'assurer de mettre quelqu'un à l'hôpital, c'est pas mal le truc. Alors que ça va être dur de blesser autant quelqu'un avec un coup d'épée. Or, dans la vraie vie, un coup d'épée avec la lame ferait sûrement plus mal qu'un coup de pommeau, dépendant du contexte, bien entendu. Fait qu'il y a quelques règles de bienséance qui existent quand même, qui différencient l'approche parfaitement martiale de l'approche sportive. Mais autrement, on est quand même très proche de la vraie affaire, c'est-à-dire d'un combat sans armure où tous les coups sont pas mal permis. Question. Moi, tout, est-ce que... avant, je vais y aller. C'est quoi les armes que vous avez? C'est juste de la 2 mains, genre? Honnêtement, c'est de la ratière? Il y a vraiment beaucoup d'armes. C'est-à-dire que dans le milieu des AMHE, par exemple, il y a plusieurs types d'AMHE, parce que ça va être de la rapière de différentes traditions. Il y a de la rapière française, de la rapière espagnole, etc. Dans l'épée 2 mains, c'est souvent celle qui est la plus populaire. Puis là, il va y avoir de l'épée 2 mains allemande de différentes générations de combattants. Il va y avoir de l'épée 2 mains italienne, encore une fois, de différents instructeurs différents. Il va y avoir aussi de l'épée avec le buckle. Il va y avoir certains sabres militaires, que ce soit des sabres plus fin Moyen-Âge ou même jusqu'à des sabres de cavalerie ou des sabres militaires plus modernes, comme genre ce que peut être l'Empire britannique. Dans certains par exemple, nous autres, à Scrimissi, beaucoup de nos combattants font de la basket hilt écossaise, qui est essentiellement une épée de main relativement normale, mais qui a un panier hyper développé autour. C'est une épée que les Écossais à Blackwatch, qui a été déployée par l'Empire britannique durant la bataille des Plaines d'Abraham, portaient encore sur eux pendant que l'Empire britannique prenait le contrôle de la Nouvelle-France. Donc, c'est pas une arme médiévale, même si c'est une descendante directe de la classique épée à une main qu'on imagine. Et pourtant, ça va faire partie de l'escrime historique. Moi, souvent, quand je m'adresse au public, je vais dire escrime médiévale parce que ça énonce déjà une idée plus loin de l'escrime classique moderne. Le meilleur terme serait escrime historique. Donc, ou tu sais, comme je vous dis, personne s'en là-dessus parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le milieu de la MHE, c'est un courant. C'est pas un art structuré avec une c'est bâti puis tout ça. C'est une multitude de passionnés intéressés à reconstituer le combat de nos ancêtres pour différentes raisons, que ce soit pour l'histoire, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'intérêt martial, que ce soit juste par le type de se taper dessus. Puis plusieurs personnes le font pour des raisons différentes. La scrimicie où se constitue que c'est intéressant puis que c'est des fois le lieu de certains conflits philosophiques, c'est que la scrimicie, on ne s'intéresse pas à reconstituer les techniques manuscrites de maîtres d'armes qui sont morts. La scrimicie, l'autre, on s'est dit, surtout à une époque qu'on n'avait pas accès aux manuscrits, les années 90, comme on n'a pas eu le Moyen-Âge, on n'avait pas une vieille bibliothèque médiévale dans laquelle on pouvait dépoussiérer un livre, tout ça, puis le traduire. Fait que c'est arrivé plus tard avec Internet, puis la fin des chaires de recherche qui concernaient certains des textes. Puis nous, ce que Gabriel Mayotte s'était dit, c'est, écoute, on n'a accès à rien, mais moi, je m'intéresse à scientifiquement développer une méthode de combat qui fonctionne. Donc, par essai-erreur, puis en créant par méthode scientifique autant que possible des théories, puis les mettant au défi pour les briser, pour remplacer votre comméa, il a développé son propre style de combat parce qu'il y avait accès à rien d'autre. Quand les AMHE ont commencé à se répandre par les traités via Internet, tout ça, ou certains achats de livres, des fois, qu'on pouvait avoir, les gens ont commencé à ouvrir en Amérique du Nord des clubs d'AMHE de différents styles. Puis nous autres, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plus d'une dizaine d'années, ou environ une dizaine d'années, la compagnie médiévale, qui est un club d'escrime médiéval sur l'île de Montréal, a organisé un tournoi. Puis là, c'est là que la scrimicie, on a comme sorti de notre bulle. On était juste une petite gang de Québec dans un raccoin qui s'entraînait souvent dans un sol d'église ou autre. On a dit, on y va, on va aller voir ce que ça donne. Puis, c'est là que ça a été intéressant parce que justement, Laurent Taille-Santerre, que j'aurais aimé ça qu'il soit là ce soir, c'était son premier tournoi ever. Il était même pas venu participer. Puis le monde a fait, Laurent, t'as trouvé du gear de protection, on va te battre. Fait qu'il s'est battu, il gagné la médaille d'or à l'épée de main. Moi, je suis plus pour participer débutant à l'épée de main parce que j'avais pas d'épée de main en métal encore à cette époque-là. Nous autres, on se battait avec des épées de main en bois. Puis, fait qu'en tournoi, l'épée de main en bois, comme elle plie pas, c'est ben trop raide. Puis tu fais une casse quand tu te bats vraiment fort. Fait que c'était pas worth it. Moi, j'avais participé au tournoi débutant, ce qui prêtait un modèle d'épée en résine de nylon qui est comme une épée en plastique qui représente très bien une vraie épée, mais qui n'est pas une vraie épée. Fait que les débutants se battaient avec ça. Fait que moi, n'ayant pas d'épée en métal, j'avais participé avec ça. J'avais gagné la médaille d'or à l'épée 2 mains en nylon. Un autre élève de notre groupe avait gagné la médaille de bronze à l'épée 2 mains en nylon. Fait que sur 4 combattants, on a été 3 à ramasser des médailles. Fait qu'on s'est fait genre, OK, il y a peut-être de quoi qui marche dans ce qu'on fait. Puis après ça, d'année en année, on a continué à faire des compétitions, former nos élèves, les amener, que nos élèves commencent à gagner des médailles, puis tout ça. Puis même, une situation de talent un tournoi dans MHE en Ontario, puis un prof américain, à un moment donné, m'avait dit au souper le soir, après que j'avais coaché des athlètes, puis qu'un de mes gars, c'était sa première compétition après 12 semaines d'escrime, puis il avait gagné la médaille d'argent. Puis le gars me dit, Alex, il faut qu'on se parle, comment tu fais pour être une usine à champion?
Et là, qu'on s'est dit, OK, ça marche peut-être, nos affaires. Fait qu'on a décidé de travailler à développer davantage la scrimmage. Certaines personnes vont dire que ce qui fait que c'est des AMHE, c'est l'aspect historique, l'intérêt de reconstruire un art défunt. Moi, personnellement, ma vision de c'est quoi un art martial historique, c'est l'intérêt de s'intéresser à pratiquer un art martial qui serait valide dans un contexte historique. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on se dit, hey, si, mettons, je vais prendre un autre exemple, Fiore en Italie, quand il a développé ses méthodes puis qu'il l'enseignait à ses élèves, ce gars-là, c'était sa carrière d'être combattant et d'être entraîneur. Lui, s'il voulait faire une bonne carrière, il y avait un seul choix, il fallait qu'il soit bon. En tout cas, meilleur que les autres. Ben ouais. Lui, il s'est posé des questions en voyant le monde se battre, puis s'est dit qu'est-ce que je pourrais développer comme technique, puis qu'est-ce que je pourrais rassembler comme connaissance pour que quand je me bats, puis quand mes élèves se battent, ils soient supérieurs à ceux des adversaires. C'est la logique dans laquelle. Puis nous, essentiellement, ce qu'on veut faire à Scrim ici, c'est plutôt de se dire, hey, si je me mets dans un contexte historique, vaguement, on s'entend, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas nécessairement à dire 12e siècle ou autre, ou etc. Mais si je me mets dans un contexte où me faire, par exemple, ouvrir le ventre, faire un coup d'épée, c'est garanti de mort parce que je vais m'infecter, etc. La médecine n'est pas là. Même avoir une bonne coupure sur l'avant-bras, dans 3 jours, je vais commencer à être infecté, je vais me blesser gravement. Je me fais casser quelque chose, la médecine n'est pas nécessairement assez haute pour dire que mon os va reprendre comme il faut puis que je vais être encore fonctionnel et non crippled après tout ça. Fait que nous, on s'entraîne beaucoup dans l'idée de dire, OK, si je formais des combattants à l'époque, je voudrais qu'ils soient fonctionnels, efficaces, qu'ils utilisent des techniques qui sont simples à apprendre puis faciles à utiliser pour donner des bons résultats, puis que je sais que ces gens-là sont entraînés dans une logique que la moindre erreur est fatale. Tu pourrais gagner ton coup en te mangeant un coup dans la jambe par le frappant en face, mais c'est aussi possible que après tu meurs d'infection ou que tu sois genre justement semi-paralysé ou handicapé à vie à cause de ça, ce qui n'est pas acceptable dans un contexte d'époque, alors qu'aujourd'hui, tu peux dire je me mange un coup dans la jambe, je me fais blesser gravement, mais c'est pas grave, je m'en vais à l'hôpital après. Fait que la Scrim ici s'intéresse beaucoup à développer un corpus de règles, d'entraînement et de techniques qui est basé sur l'idée que essentiellement, tu as juste une chance. Mais même si on va créer 200 combats dans une soirée pour pratiquer le truc, tout ce qu'on fait est bâti sur cette idée-là. Donc, certaines des techniques qu'on enseigne ne sont pas retrouvées dans des traités historiques. Donc, il y a des trucs qui sont vraiment propres à nous. D'autres, à un moment donné, il n'y a pas 10 000 manières de couper quelqu'un en deux, puis les idées reviennent, puis tout ça. Et c'est assez intéressant parce qu'on est un peu notre propre chose, mais ça reste qu'en fait, notre vrai intérêt, la Scrim se définit quand même par le sujet d'études historiques qui est là, c'est-à-dire si j'étais dans différents contextes historiques, souvent déterminés par les armes, si je fais de la rapière, on s'entend que c'est pas au 12e siècle, selon différents concepts historiques qu'on va voir, ce qu'on veut dire, c'est est-ce qu'on serait capable de fonctionner? Si moi, j'étais maître d'armes à l'époque, que ma vie en dépendait, puis que je devais enseigner à mes élèves comment survivre puis gagner en combat, qu'est-ce que je développerais comme système pour gagner? Puis nous autres, c'est notre prétention. On espérerait dire c'est la Scrim ici qu'on développe. Bien entendu, au 12e siècle, 14e siècle, peu importe, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des tournois entre les différentes écoles. Les maîtres d'armes puis les combattants de l'époque gardaient leur secret pour garder leur supériorité intacte. Aujourd'hui, on ne fait pas. Tu peux aller regarder comment Fiore se bat sur YouTube, tu peux aller regarder comment Lichtenauer se battait sur YouTube à cause des interprétations qu'il y a. Puis je peux aller combattre ces gens-là en tournoi, ne pas mourir, puis revenir en acquérant des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances et compétences si j'ai perdu. Ce qui n'était pas bon. C'est sûr que la Scrim ici bénéficie d'un contexte moderne d'études du combat. Fait que souvent, on va se dire on recherche à être une science du combat pour s'intéresser à gagner dans un duel de contexte historique. Fait qu'on s'intéresse à tout ce qui est la définition des arts martiaux historiques européens, c'est-à-dire que c'est un art martial, on s'intéresse au contexte historique dans justement une direction européenne, c'est-à-dire c'est avec les armes d'époque, le contexte historique et médical, social qu'il y avait dans le temps pour justifier nos règles, nos approches. Mais c'est sûr qu'on n'est pas en train de reconstituer un maître d'armes défunt puis d'essayer de refaire et de tenir comme Bible ce qu'il disait. Beaucoup d'informations, mais c'est essentiellement un peu ça la différence entre le Live Blade, les AMHE, le BO, etc. Mais encore là, régulièrement, c'est des choses qui s'entremêlent puis qui sont floues selon les groupes, les endroits, puis tout ça. OK. Là, Joe, il avait posé une question, puis là, il m'a fait oublier la mienne. Mais je me demande... Une autre question que je me pose, c'est... Mais j'imagine qu'en duel tournoi, ça doit être toujours les mêmes armes une contre l'autre, c'est l'équivalent. Mais dans le fun, je veux dire, pour le fun, vous autres, est-ce que vous faites des fois comme 2 armes différentes une contre l'autre pour pouvoir... pour le fun, tu sais?
Oui, c'est de quoi qu'on va jouer souvent avec. En général, en tournoi, ça va être... en tout cas, à tout le monde, il va y avoir des compétitions d'épée longue. OK, donc d'épée deux mains, puis le monde a l'épée deux mains. Tu vas avoir souvent des compétitions dites de sabre. Donc, ça va être des compétitions d'épée à une main. Mais là, ça va varier. Ils vont autoriser, par exemple, la basket-tire écossaise, qui est plus une épée normale avec une panier. Ils vont autoriser, mettons, le sabre polonais dedans ou bien le sabre de cavalerie militaire, disons même. Fait que là, tu sais, il va y avoir différentes variétés de sabres de différentes sources historiques. Ça va être un tournoi qui vont dire, va au sabre à une main, puis peu importe ton truc historique, c'est correct. Ce qui est pas drôle parce que les puristes dans MHE qui disent qu'on n'est pas histo considèrent quand même que ça, c'est un tournoi historique dans lequel des styles qui se sont jamais combattus se combattent. Fait que, pour moi, c'est un peu deux poids, deux mesures. Mais là, c'est à la touche. Carrément, c'est à la touche. C'est première touche, puis vous arrêtez après chaque touche. Parce que comme on simule que c'est un combat à mort, ou du moins sans armure, c'est pas comme la boxe. Tu peux pas te manger 6 coups d'en face puis être encore debout. Tu pourrais être vraiment très chanceux puis l'adversaire frappe vraiment mal puis plein de choses. Mais en général, ça te mange un coup. Tu vas être blessé assez gravement. Ça veut pas dire que tu vas être incapacité. Mais ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences assez graves. Fait que généralement, en compétition, l'échange va être appelé. Puis là, chaque tournoi différent, chaque club a ses règles de combat. C'est, comme j'ai dit, c'est pas un sport fédéré, c'est un mouvement. C'est un... Dans une compétition, généralement, ça va ressembler à tu touches ton adversaire, généralement en premier. Souvent, les tournois qui vont avoir des règles qui vont vous être plus réalistes vont avoir un coup de retour qu'on appelle, c'est-à-dire que si, admettons, je te frappe, Joe, je te pogne, ben, tu vas avoir le droit de me frapper en retour quand même, parce que dans la vraie vie, je peux pas considérer que tu es désintégré parce que je t'ai touché. Donc, ça un coup qui tombe, soit parce qu'il est parti en même temps, soit parce que la blessure est pas assez grave. Fait qu'il faut que j'apprenne à te toucher et me protéger. Donc, il faut que j'ai une bonne stratégie pour te piéger. Juste le premier qui touche l'autre parce qu'il est vite. Certains tournois dans la chute de plus en plus dans des règles de même, mais c'est cool. Une fois que la touche est faite, il y a des points qui vont être attribués selon les règles du tournoi. On va se séparer, les juges vont nous recaler, on va rentrer dans l'arène, on va se rebattre. Puis là, il y a un nombre de points dépendant comme ça qui va déterminer le gagnant. Genre 2 de 3 ou des trucs de même, non? Là, par exemple, le Montréal Swordmeister, qui est comme un assez gros tournoi puis qui se passe à Montréal généralement en mai. Au Montréal Swordmeister, là, j'y vais un peu de mémoire parce que ça n'a jamais été mon gros intérêt, les règles, comment gamer les règles dans un tournoi. Mais essentiellement, c'était des matchs de 10 points. Puis comment que ça marchait? Un coup dans les mains ou les bras, ça valait pour un coup au torse, ça valait 2, puis un coup à la tête valait 3. OK. Fait qu'il dépendant de la place, c'est pas juste un coup, c'est... Oui. C'est le fun, le quand la touche ça arrête. Fait que, dans ces règles-là, tu vois, c'est quelque chose que nous, on partage pas à Scrimsy nécessairement. Mais dans ces tournois-là, si, admettons, j'arrive, je te frappe à la main d'abord, puis je te frappe le visage ensuite, c'est le coup dans la main qui va compter. C'est le premier coup. C'est ça. T'as-tu le droit au retour? L'adversaire a le droit au retour, mais par exemple, dans le dernier Swordmeister, le retour était quasiment simultané puis très, très limité. Comme c'est un sport, je ne sais pas comment l'escrime moderne, parce que tu as un système électrique que tu peux définir parce qu'il y a trop de types différents, trop d'armes différentes, tout ça. C'est un sport qui est jugé. Donc, ça prend des juges, des arbitres, puis ça va très vite, c'est très confus, c'est très intense. Fait que beaucoup de tournois ont comme tendance en ce moment de, plutôt que de dire, on va permettre un coup de retour, ils vont mettre des règles, le premier qui touche, puis on va retomber essentiellement dans le même cheminement que l'escrime moderne a fait, le premier touche gagne. Certains tournois vont avoir des règles différentes. Par exemple, nous autres, à Scrimsy, comme on veut vraiment entraîner le monde à faire attention, mais qu'inversement, on ne veut pas enlever des comportements qui pourraient se passer dans la vraie vie, parce que c'est bien cute de dire des règles. Si tu touches en premier, tu gagnes, même si tu te manges un coup d'épée dans la face une fraction de seconde après. Ouais, c'est ça, je me dis, tu sais, je suis comme, je touchais, ben ouais, mais je te colle ça un coup dans la face, tu sais, après. Non, c'est ça, puis c'est parce que ce qui est dur, puis ça, tu sais, il y a des arguments des deux côtés du spectre, du monde vont dire, ouais, mais si je te stocke vraiment dans la face, je vais te paralyser, puis tu risqueras pas de me frapper. Moi, mon argument, c'est oui, peut-être. L'affaire, c'est que je peux aussi manquer mon coup d'épée, que ça glane sur le bord de ta tête, que ça pénètre pas, que ça te fasse une commotion cérébrale, puis que tu m'ouvres la gorge, puis que ça soit moi qui meure. On le sait. Dans un monde idéal, c'est vraiment bon, tu te chopes les bras, tu décapites la personne, mais la réalité, c'est que c'est vraiment plus messy puis moins précis que ça, un vrai combat. Puis même si on peut jouer comme on veut, le fait de faire des bons coups, tout ça, dans le feu de l'action, avec des parades au travers, des mouvements partiels, la peur, l'hésitation, il y a plein d'attaques qui sont mauvaises. Garantir que le coup aurait été bien fait. Conséquemment, nous, en Scrimsy, une des valeurs qu'on a, c'est notamment de mettre beaucoup d'emphase sur le coup de retour, même les coups de retour. C'est-à-dire que, nous, en Scrimsy, quand on entraîne nos élèves, la règle, c'est que lorsque tu touches ton adversaire a 3 secondes, mais un pas maximum pour riposter. Il peut riposter autant de fois qu'il veut. Ça veut dire qu'admettons, je me bats contre toi, je fais « Hey, je vais te frapper en jambe parce que c'est drôle. » J'expose ma tête dans le processus.
tu réussis pas à te protéger, et toi, tu peux me frapper 2 fois dans la face si tu veux. Bon, généralement, on a de la politesse, là, t'as touché, on considère que c'est fini. On va considérer qu'on a tous les deux perdu. Mais parce que mon coup était con, parce que j'ai exposé ma tête en frappant dans les jambes, puis que je suis allé chercher une cible basse, puis tout ça, puis qui m'empêche de me défendre, puis tu peux frapper en face, ben, tous les deux, on a perdu. Inversement, si mon plan est basé uniquement sur « Hey, je vais jumper vraiment vite en avant, puis je vais te traverser avec mon épée », ben, dans la vraie vie, il y a une multitude de dossiers historiques, même de rapports de combat, même avec des armes modernes encore aujourd'hui, qui démontrent que quand on frappe, souvent, on va traverser la personne peut prendre du temps à mourir, des fois, l'adrénaline ne se rend même pas compte d'être blessé. Fait que si je dis, mon plan, ça va être de jumper, de faire une flèche comme on voit en escrime moderne, là, quand ils font un grand saut par en avant, c'est un... Ouais. Ben, moi, si tu me fais ça en combat, c'est comme c'est cute, tu m'as touché, c'est vraiment surprenant, c'est gênant pour moi parce que je vais vraiment mourir de ma blessure, mais je vais quand même te décapiter dans le processus parce que tu t'es au bout exposé, puis que probablement tu mourrais dans un combat en faisant ça. Fait que nous, on va jouer avec cette dynamique-là, on trace une ligne parce qu'à un moment donné, on sait pas quand est-ce qu'un coup mourrait, tuerait l'adversaire, on sait pas quand est-ce qu'une personne tomberait le combat. Fait qu'on a la règle du un pas, c'est-à-dire que tu as quand même le droit à un seul pas max après ton action, puis ça met fin. J'aime ça aussi, j'aime ça, ce principe-là. Puis même en duel d'épée mousse, là, genre, je trouve que ça ajoute de quoi en esti parce que c'est plus la première touche, puis de comme c'est qui est le plus vite, genre, puis c'est qui a une épée la plus légère, là, c'est comme. Ça fait des. Pense à ton combat en esti, genre, j'aime ça. C'est ça, comme tu disais, c'est plus stratégique. Tu sais, moi, ce que j'aimais beaucoup quand on avait fait de l'escrime médiéval à Rouen, c'est que justement, c'était avec des épées en bois, là, mais vu que c'était un peu plus lourd puis tout, moi, je suis très défensif de base. Puis là, j'ai l'impression que de la façon que tu m'expliques, ça reste ça aussi, parce que tu veux pas absolument t'exposer pour absolument aller chercher la touche, quoi que ce soit. T'es comme, non, tu me rends, oui, tu m'as poigné le bras, mais je te l'ai mis sur le côté, par ça, je t'en revagine dans la face, puis je te ramène dans le torse, là, tu sais, je veux dire, j'imagine que ça donne des combats qui sont plus défensifs, qui sont plus techniques, parce que tu veux jamais complètement t'exposer à... Ouais, c'est ça, là. Je sais pas, je dirais que c'est le feeling que ça me donne. Les vont être généralement un peu plus défensifs, mais ça va être une défense qui est proactive. Je vais vouloir mettre de la pression, que l'adversaire fasse des erreurs, m'attaque à des endroits que j'ai choisis pour que je sois prêt et riposter tout de suite. Ça va dépendre du niveau. Inversement, on peut jouer très agressif, c'est-à-dire je vois ton épée, je frappe ton épée, je rentre très fort sur toi, je me colle sur toi, je te frappe dans la face, puis je te pousse pour te faire waster ton pas pendant que t'es pogné sur moi et t'es plus capable de frapper. C'est valide. Le problème, c'est que se rendre proche sans se faire sniper dans le processus, c'est tough. Donc, quand on se bat contre du monde pas expérimenté, ça marche bien au début, mais quand on se bat contre du monde expérimenté, éventuellement, ils apprennent à reculer en te coupant les mains pendant que tu essaies de rusher avec les bras en avant, puis d'habitude, ça finit. Donc, on va voir ici dans une esquive de même, où ce qu'on veut être sécuritaire, beaucoup de coups dans les mains, justement, parce que les mains, si on se souvent exposé en avant, donc même si c'est pas un coup qui tuerait l'adversaire, c'est même pas un coup qui couperait le sang tous les doigts, mais c'est un cheap shot. Ça me coûte rien, je suis pas en danger, je te coupe le doigt, ben au pire, je le fais 4 fois, puis ta main fonctionne pas mal moins bien quand elle est à son 4e doigt perdu. Puis moi, pendant ce temps-là, je prends pas de risque. Ça veut pas dire que je gagnerais, puis peut-être que je peux couper un doigt, puis ensuite être traversé dans la tête par un coup d'épée. Mais ce qu'on encourage nos élèves à faire, c'est de dire touche, puis tu dois pas toucher à retour. Probable que tu tuerais pas l'adversaire. Mais chose certaine, si tu touches sans te faire toucher à retour, tu es capable de démontrer que même si ta touche n'avait pas tué l'adversaire, tu peux recommencer. Mais chaque fois que tu blesses la touche, tu as quand même une avance. Puis au pire, ben, tu as un parfait contrôle, puis tu ouvres la gorge ou tu lui traverses la tête avec un estoc, puis on le prend. Là. Mais la réalité, c'est que si tu touches ça, tu démontres une maîtrise du combat ou ce que dire, je rush suicidairement, j'espère être chanceux puis le tuer sur le champ, ce qui n'est pas garanti, ne démontre pas dans ma tête. Mais versement, les combattants entraînés à se battre suicidairement comme ça, que ce soit de l'escrime moderne ou certains groupes d'AMHE qui vont pratiquer l'escrime avec premier qui touche garde, mais c'est très difficile pour nous inversement parce que nous, on trouve ça, entre guillemets, irrationnel de se battre de même. C'est comme si on disait, OK, le gars s'en fout de mourir. Fait que là, des fois, ils vont nous dire, nous, on veut pas se faire toucher, fait qu'on va travailler plus défensif. Puis là, vu qu'ils prennent beaucoup d'avance, qu'ils sont très agressifs, fait, des fois, ça peut leur donner un avantage de vitesse. L'avantage. Mais là, la contre-attaque, ça joue dans votre camp, là, dans ma tête. Là, Oui, absolument. Je veux dire, tu sais, les élèves vont être vraiment avancés, s'ils ne seront pas impressionnés par ça. À la limite, ça va être un challenge de plus parce qu'ils doivent dealer avec le fait que leur adversaire est suicidaire, donc il est reckless, qu'il y a des risques. Mais ultimement, ça reste qu'à un moment donné, there's so much you can do. Là, gère ta distance puis pratique-toi, mais c'est juste les pratiques les plus tough. Je vais souvent aimer dire que 2 élèves qui commencent vont devenir bons à se battre entre combattants qui se battent de façon dite rationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas mourir, fait qu'ils se battent tous les deux sans faire de trucs vraiment cons et suicidaires. Puis la partie qui est vraiment tough,
c'est de se battre contre des gens qui se battent pas bien ou qui comprennent pas bien parce que les autres réalisent pas que ce qu'ils font, c'est dangereux, fait qu'ils hésitent pas. Puis comme ils hésitent pas, ben moi, je fais je vois une jambe, je frappe la jambe, je vais manger un coup dans la face après, mais moi, je me suis quand même mangé un coup dans la jambe parce que mon adversaire était gagné pour mourir pour me le donner. C'est con, mais c'est aussi. Mais pour nous, encore là, on va pas dire c'est pas legit dans la vraie vie, tu fais pas ça. Il y a sûrement plein de gens qui se battent à l'épée qui réalisaient pas le danger dans lequel ils étaient. La preuve, tout le monde qui fait de GN, comme ils font pas de coup à tête, abuse des coups des jambes, alors que dans des duels comme on fait, frapper des jambes, c'est généralement mourir sans toucher l'adversaire. Donc, tu sais, beaucoup de gens, même dans un contexte d'entraînement historique, qui n'avaient pas des protections aussi élaborées qu'aujourd'hui, faisaient souvent attention à ne pas se frapper dans la tête. Probablement, on peut imaginer que quand tu t'entraînes avec ton partenaire, tu as envie de te crever les yeux dès le premier training. Donc, c'est fort probable qu'ils faisaient beaucoup plus attention à ça. Puis les coups des jambes marchaient beaucoup mieux dans de la pratique à l'épée de bois à l'époque que ça marchait dans un combat où tu es prêt à arracher la face de la personne en esquivant avec le bas de ton corps pour le pogner. Donc, c'est des choses qui, tu sais, on peut en parler longtemps de toutes les différences puis les règles subtiles d'un jeu comme le GN, tout ça qui change complètement un vrai combat d'un vrai. Ben oui, c'est sûr que. Mais c'est ça, justement. T'en fais-tu des GN un peu? Pendant 12 ans. Donc, mais genre, je n'en fais plus. Là. J'ai finalement tiré la plug sur mon... Parce que ma question était genre, c'est dur qu'une fois que tu apprends des techniques de même, quand tu tombais à l'épée mousse, mettons, c'était comment tu trouvais ça de comme tomber justement à l'épée jouée, puis là, de comme... il y a comme des techniques que tu fais, tu peux pas faire... Je pourrais te répondre d'un point de vue récent, même si je fais plus de GN. Des fois, je vais dans des GN donner des ateliers de combat, puis il y a tout le temps de monde qui me demande de se battre avec eux, fait que je pogne une épée en mousse, puis je trouve ça très difficile. Principalement parce que comme j'en fais plus, je suis plus habitué de faire attention à pas frapper à la face puis de pas piquer. Fait que généralement, je vais perdre plus mes combats en GN parce que je suis tellement occupé à m'empêcher de les sloguer à des places que je le ferais dans un combat normal que ça me ralentit puis que ça fait que je peux me manger des coups. Puis honnêtement, c'est une de la pratique, je suis juste plus assez habitué. Donc, je préfère être plus sécuritaire que pas assez. Mais je dirais oui, c'est un enjeu. Moi, ce qui est arrivé, c'est que les 12 ans dans lesquels j'ai fait du GN, ça avait commencé avant que je fasse de l'escrime, mais j'avais commencé à faire du GN parce que je voulais me battre à l'épée, puis je m'étais dit, dans la vraie vie, ben, il se piquait puis il se frappait à la tête. Fait que j'ai organisé un GN parce qu'on avait le droit de piquer puis se frapper à la tête puis qu'on mourrait généralement en un ou deux coups, sauf si t'avais de l'armure. Donc, j'ai pas trop vécu ça parce que même si les épées en mousse sont pas un très bon médium pour les techniques complexes parce que ça répond pas comme du métal puis tout ça, on avait le droit de se faire des manœuvres. Par exemple, dans un des combats de GN, j'ai fait, à un moment donné, je me suis ramassé qu'un adversaire se battait en armure, puis on avait littéralement comme règle, si tu frappes sur une armure, le gars, ça ne fait rien. Comme dans la vraie vie. Okay. Un petit coup d'épée, ça faisait rien. Mais le gars me chargeait dessus, j'ai paré le coup avec son épée, j'ai sorti ma dague. Puis là, ce que je suis allé faire, c'est que j'ai levé son casque, j'ai ouvert la gorge, puis après ça, je le frappais d'un trou, tout ça, comme dans un vrai combat, on disait. Puis si ça marchait pas, ben, au pire, je le mettais au sol dans un banc de neige, puis je continuais à le stabber. Fait que rock'n'roll. Fait que moi, j'ai pas vécu ça parce que je voulais pas le plus réaliste possible, même si il y avait du fantasy puis des monstres et tout ça, puis qu'il y avait moyen de se monter des fois en jouant vraiment fort sur des stats, de se monter un char d'assaut plus tank qu'un vrai humain. Mais ultimement, on pouvait se faire plein de techniques qui fonctionnaient. Là. Ça restait legit de se mettre à 3 sur un gars en armure, de le coucher à terre, de détacher son casque puis de le tuer quand il n'y a plus de casque. Là, fait que on vivait ce genre de choses-là quand même. Fait que à mon GN, j'organisais, je ne vivais pas cet enjeu-là. Le plus gros enjeu, c'est qu'il fallait contrôler la force de nos coups parce que quand tu sais que tu vas te faire frapper dans la face puis que tu vas te frapper le monde en face, personne ne frappait fort. Oui, il y a eu des accidents, mais tu sais, des coups dans la face qu'on attend en GN, là, tu t'es fait reçu des coups dans la face, ça fait vraiment mal. Ben, nous autres, c'était plus l'exception que la norme parce que justement, tout le monde le savait, tout le monde était sensibilisé, tout le monde faisait attention. Fait que tu sais, il n'y avait pas un gros enjeu. Fait que ça allait. Dans d'autres GN, ben, je vais plus éviter le combat ou je vais me maintenir à me battre de vraiment loin puis faire des codes dans les mains puis dans les avant-bras parce que ça marche très bien en vrai combat puis ça marche tout aussi bien en GN. Mais ce qui est dur en GN aussi, c'est que tu vas te ramasser avec des sacs à points de vie. Là, du monde qui ont 42 PV puis t'es frappes de 2, il faut que t'es frappes 20 fois pour qu'ils meurent. Ben là, c'est sûr que tu sais, quelqu'un qui est habitué de jouer ce game-là, je vais me faire casser la gueule. Là, je veux dire, c'est réel de gérer quelqu'un qui est dur à tuer de même. Va être gérant de faire un coup, de te ramasser proche, puis de le poignarder à répétition, de le plaquer, puis de le mettre à terre, puis ce que tu n'as pas le droit de faire en génie. Excuse-moi de te couper, mais tu parles beaucoup de contact physique, fait que vous... c'est quoi votre limite? C'est quoi qui est possible? C'est quoi votre limite par rapport au physique, là? Pas de coup de poing, prendre ce que tu as dit, pas de clé de bras, puis on comprend, là, on veut pas casser des bandes. C'est assez répandu dans les groupes dans les machins en général. Il n'y aura pas de frappe physique avec le corps en partant. Il n'y aura pas de coup de poing, tout ça. Comme j'ai expliqué,
Il n'y a aucune protection qui fait vraiment une bonne job d'arrêter des coups de poing et tout ça, parce que la plupart des protections, leur job, c'est de dévier les coups. Mais ma main est large puis elle est plate. Fait que si je frappe dans un masque d'escrime, elle ne déviera pas vraiment, elle va rentrer direct et à partir de là, tout le choc va se faire. D'ailleurs, si on regarde en boxe, il y a énormément de commotion cérébrale versus en MMA. Pas parce qu'en MMA, ils peuvent pas s'en donner, mais en MMA, ils peuvent faire des clés de bras, ils peuvent faire des soumissions, tout ça. Il y a tellement d'autres manières de gagner que de mettre le gars knockout que ça se passe. On peut quand même faire des mises au sol en MHE. Nous, dans notre école, on ne le recommande pas parce qu'on considère que s'ils mettent des gens au sol, c'est si hot que ça, on n'aurait pas inventé des armes. Donc, on enseigne plus au monde à comment se battre avec leurs épées puis de mettre l'attention là-dessus. Mais c'est techniquement autorisé. Comme par exemple, on n'aura généralement pas des sols avec tatami, comme le monde ne sont pas nécessairement entraînés à faire des mises au sol ou des clés de bras fonctionnelles ou vraiment sécuritaires, vu qu'on n'est pas des pros de jiu-jitsu ou autre. Ben, généralement, notre règle, c'est si tu veux mettre quelqu'un au sol, tu dois contrôler la chute de ton adversaire. Fait que ça veut dire que si tu comptes puis je te take down, il faut quand même que je te tienne puis que je t'accompagne par terre. J'ai pas le droit de juste te smasher au sol. La plupart des lois dans MHE sont dans cette philosophie-là aussi. Si tu take down, tu mets au sol. Pas de clé de bras, donc on ne veut pas jouer contre aucune articulation. C'est des choses qui pourraient arriver dans des vrais combats, mais qu'au travers de l'intensité de se fligner des armes en métal d'en face, dans tous les bords, dans le se rajouter ça, c'est vraiment courir après la catastrophe. Puis de toute façon, ça reste qu'ultimement, trancher à la gorge de quelqu'un, c'est plus efficace qu'il faire une clé de bras si ton but c'est de le tuer. Surtout dans un sport de combat, ce qu'on présente du combat sans armure. Si on se battait sans armure, on irait jouer avec plus de corps à corps parce que là, l'armure protège la personne. Quand il faut que tu réussisses à l'immobiliser pour faire un trou, puis exposer une faiblesse puis se frapper dedans. Fait que c'est plus complexe. Mais encore là, c'est généralement quand même plus civil. La différence, c'est que souvent en full plate, quand on fait du combat en vraie armure complète d'époque, souvent ils vont être plus tolérants sur le takedown parce qu'une full plate, ça te rend tellement solide que même si tu tombes sur le dos à terre, c'est rare, tu vas te blesser là, parce que t'es dans un char d'assaut, là, fait que c'est pas trop inquiétant. Ouais. Mais c'est ça. Fait que les limites du contact sont là. Nous autres, je dirais, dans nos entraînements, on va faire peu de lutte. Par contre, on va avoir beaucoup de corps à corps, au sens que ça va arriver souvent qu'on va se rentrer dedans. On va parer, je vais attraper l'arme de l'adversaire, le désarmer, le frapper, etc. Des choses comme ça va arriver souvent. C'est normal que ça arrive. Puis beaucoup de combats vont finir collés face à face l'un sur l'autre, à essayer de faire des manœuvres pour prendre le contrôle de l'épée de l'autre. Mais on n'encourage pas beaucoup tout ce qui est corps. On prenait souvent l'arme, mettons, j'ai vu ça dans des vidéos, vous prenez l'arme de l'autre puis tout. Mais ça, à quel point c'est... puis là, c'est zéro pour t'ostiner, là, mais à quel point c'est genre histo puis tout, genre ça se faisait-tu vraiment? Puis tout, de genre pogner l'arme de quelqu'un, puis... C'est parce que ce qui est à faire attention, c'est que si tu veux attraper l'arme de quelqu'un, il faut que tu l'aies arrêté. OK? Ce qui fait qu'une épée tranche, c'est l'inertie ou la pression en bougeant. Si tu prends... Non, je dirais pas ça, ça peut encourager de monde à faire des trucs stupides, mais essentiellement, une arme qui est tranchante, il faut qu'il y ait soit un impact, qui est quand même assez vite, ou il faut qu'il y ait une poussée en coupant, comme ça me donne du coupe un steak. OK? Si l'arme est en contact avec ta main, puis tu l'attrapes, puis qu'elle n'a pas la capacité de mettre une pression ou une frappe, ça veut pas dire que tu te couperas pas, on s'entend, mais il y a quand même une méchante différence entre se couper comme tu peux te couper avec ton couteau à steak en faisant une mauvaise manipulation, en tranchant du pain ou whatever, puis se faire choper une main ou arracher un doigt ou se faire casser un bras. OK? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui se battait sans au moins des gants en cuir. Puis que des gants en cuir, déjà, c'est pas mal plus dur de se couper en attrapant une lame. Puis deuxièmement, la réalité, c'est que nos protections nous permettent pas de faire, parce que nos gants sont quand même massifs pour qu'on se casse pas les doigts. Fait que c'est plus difficile de faire des saisies comme on les encouragerait pour vrai. Mais généralement, ce qu'on va faire, c'est des saisies dites pincées. Donc, le plat de la lame va être dans le chemin, puis on va pincer le plat de la lame, donc on ne peut pas se couper. Puis, aussi fort que d'attraper quelque chose de pleine main, la réalité, c'est que si je pince ton épée, il faut tellement que tu forces quand même pour l'enlever de là, que moi, pendant ce temps-là, je peux le fesser. Puis, je vais en rajouter une couche. Toute la partie proche de la garde de l'épée est généralement, là, ça va dépendre de certaines armes, mais généralement pas tranchante. Parce que c'est fait par le point d'équilibre, c'est plus massif, c'est plus large, etc. Puis ça sert à rien de la mettre tant tranchante que ça, parce qu'anyway, ça va pas assez vite, justement, pour faire du gros dégât. Là, c'est la pommesse, puis que ton épée soit fragile puis casse. Donc, souvent, tu perds, tu peux attraper le fort de l'épée, puis à partir de là, la personne ne peut pas se débrouiller tant que ça, elle va être poignée dans une situation de... Est-ce que c'est historique? Il y a quand même des traités qui en parlent, donc on a vis-à-vis des informations là-dessus, puis je veux dire, c'est faisable physiquement de le faire, encore plus si tu rajoutes ne serait-ce des gants en cuir, des choses comme ça, et en plus, si tu fais une bonne prise, et en plus, si tu le fais au bon moment sur une épée qui est arrêtée. Moi, personnellement, j'ai déjà fait le test parce que moi-même, j'ai déjà douté de cet enseignement-là quand Gabriel Mayotte me l'a enseigné.
Fait que j'avais un ami qui avait un vrai katana selon des specs historiques. Là, on pouvait chopper tout ce qu'on voulait avec ça, ça coupait au bout. Puis avant d'un soir, j'ai dit, j'ai pas le choix, là, je peux pas continuer à enseigner ça chaque soir. J'ai dit, prends ton katana, je l'ai attrapé de ma main, puis j'ai dit, tu sais, pour le sortir. Puis comme il a tiré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste suivi le katana. Fait que comme il n'y avait pas de pression contre ma main, il n'y avait pas de coupe. Mais t'avais-tu des gants à cuir, quelque chose? Non, j'étais main nue. Puis je me suis pas coupé. Je recommande pas au monde de faire ça. Mais essentiellement, ce que ça va faire, je dis pas que c'est confortable. Ce que ça va faire, en fait, c'est comme n'importe quelle affaire en mettant en métal. Tu sais, prendre une feuille de tôle ou autre, là, si tu serres dans ta main un peu, ce qui va arriver, c'est que ça va quand même laisser une marque, là, comme une ligne, mais c'est pas une coupure. Là. Ta peau est encore nette. Ben, le katana, une épée, comme est assez mince, tranchante, ben, c'est sûr que si ça tient, ça va faire une marque, mais ça n'a pas coupé. Parce que pour que ça coupe, il faut que ça ait de la pression en bougeant ou que ça arrive avec l'impact. Puis comme je la tenais, même s'il tirait comme je la tenais, mais je la suivais, j'avais pas de tir dans ma main parce que ma main l'accompagnait. Donc, OK, ouais, ça fait que... OK. Ouais, je comprends. Entre deux, Joe ne recommande pas. Je ne recommande pas ça non plus. C'était vraiment moi, très jeune, ignore, qui avait besoin de prouver, de prouver à mon orgueil que ce que je disais, c'était vrai. On va être calme de le dire. Mais c'est quand même une histoire que j'aime conter parce que c'est sûrement l'un des trucs qu'on explique à nos élèves, qu'on enseigne, puis tout le monde a une réaction comme toi, de dire « Ouais, mais c'est vraiment faisable, ça marche vraiment ou c'est parce que vous entraînez avec des épées pas tranchantes pour le sport que ça marche? » On a assez de données qui nous démontrent que ça se fait, puis il y a des traités historiques qui en parlent. C'est sûr, dans un monde idéal, tu réussis à saisir les parties pas tranchantes puis tout ça, mais comme je dis, au pire, tu te fais une coupure superficielle ou pas parce que t'as un gars à cuire, puis c'est quand même worth it pour trancher la gorge de ton adversaire puis gagner assurément. Parce qu'on n'est pas non plus dans une blessure superficielle majeure qui est assez profonde pour s'infecter, même si tu te fais couper, c'est une égratignure, si ça arrive. Fait que n'importe quand une égratignure pour une garantie de vaincre mon adversaire. Pour ce qui est des compètes, mettons, c'est-tu à chaque année? C'est-tu ouvert à tout le monde? Faut-tu faire partie d'une fédé en particulier ou c'est... Ben, comme je dis, il n'y a pas vraiment de fédé. C'est très indépendant. Là. Tout le monde, c'est souvent quand il y a des compétitions, c'est un club ou quelques clubs dans une ville ou dans un pays qui vont dire on organise une compétition. Souvent, les compétitions, c'est des événements qui vont être sur une base annuelle, fait qu'ils vont revenir. Fait que, par exemple, on a le Montréal Swordmeister en mai à Montréal qui revient pas mal à tous les ans. Là, depuis le COVID, il avait été arrêté, puis cette année, c'était comme la première réédition parce que c'était tough de repartir. C'est quand même un assez gros événement. Mais tu sais, il va y avoir des événements comme le Iron Gate Exhibition aux États-Unis qui est tout le temps dans le bout un peu soit de Boston ou environ. Le Iron Gate Exhibition, ça tient à tous les années. Il va y en avoir d'autres en Ohio, etc., comme le Ascalon Sword Festival où il va y avoir plusieurs compétitions. Tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a à Ottawa chaque année. Donc, il y en a plusieurs. Puis c'est genre, c'est une base annuelle. Non, tu n'as pas de besoin d'être dans un groupe, mais c'est sûr que pour aller à une compétition d'escrime médiéval, il faut que tu répondes à des normes de gear puis d'équipement, de sécurité, puis tout ça. C'est un équipement qui est conforme avec un combat dans la MHE. Puis si tu n'as pas de club avec lequel entraîner, je me demande pourquoi tu t'aurais payé plusieurs centaines de dollars en avoisinant et voire dépassant les 1000 dollars pour de l'équipement que tu utilises. Mais fait que c'est rare dire « Hey, j'en fais pas pantoute, je me pointe dans une compétition », mais ça m'est déjà arrivé de croiser du monde dans live qu'ils sont craqués, ils s'entraînent dans leur cours à faire des mouvements dans le vide avec des vidéos YouTube. Puis ils viennent à des compétitions, puis c'est leur seule occasion de se battre contre d'autres mondes parce qu'ils n'ont pas de club près de chez eux. Ça se peut, mais c'est sûr que généralement, ne pas avoir un entraînement formel de base, ça limite tes capacités. Mais des fois, il y en a qui ont fait du GN puis qui s'intéressaient sérieusement au combat puis qui analysaient vraiment ce qu'ils faisaient. Il y en a qui ont fait d'autres arts martiaux, qui ont appris des bases, puis ils ont quand même un minimum de structure. Fait que même s'ils ont plein de plis qui ne représentent pas nécessairement un duel réaliste, ils sont quand même compétents pour le faire. Là, mettons, moi, là, je suis vendu. Là. Je suis comme, je veux en faire. Je veux partir. Je voudrais m'aider à me faire partir en école en Abitibi. Comment ça marcherait? Là? Ben, nous autres, avec la Escrime ici, ce qui est cool, c'est qu'on aide actuellement cette situation-là parce que nous autres, on a une dizaine d'écoles au Québec en ce moment. Là, on a en Saguenay jusqu'à Gatineau en passant par Québec, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Longueuil, etc. On en a plein. Généralement, moi, quand ça fonctionne, c'est qu'un projet de même, je vais me trouver du monde qui sont intéressés, je vais vouloir me trouver des gens qui veulent s'impliquer à titre d'instructeur. Et qu'à partir de là, moi, je vais les former, les coacher, leur transmettre des programmes, des ressources pour qu'eux-mêmes puissent prendre la responsabilité dans leur milieu d'enseigner. Donc, il va y avoir une instruction formelle qui va être les mêmes ressources qu'on utilisées partout à la grandeur du Québec pour nos cours. Puis, on va fournir du matériel, de l'équipement. Fait qu'essentiellement, on a juste à trouver assez d'élèves pour qu'on se gagne de payer les frais. Parce que, veux pas, ben, j'ai quand même des activités à payer, j'ai du matériel à investir, à payer, j'ai des locaux à louer, etc.
généralement, un groupe qui dit, admettons, tu te dis, hey, je voudrais vraiment starter ça. Moi, souvent, ma règle, c'est trouve-moi 8 personnes, puis on le fait. Fait que OK. quand même relativement accessible, parce qu'à 8 personnes, Ouais. à 8 personnes, je suis capable de dire, OK, je suis capable de couvrir le matériel, je suis capable d'aller chercher tout ce qu'il faut. Puis à ce moment-là, on va faire un petit club qui fonctionne. Puis avec les séminaires, les camps, les trucs autour, où on regroupe du monde de partout au Québec dans nos événements, ben là, en plus, ton monde va avoir votre petit groupe pour s'entraîner avec des programmes qui garantissent qu'ils vont atteindre les skills et les compétences qu'on considère requises pour être un bon combattant. Puis il y a les événements internes qu'on fait entre nous qui sont inclus dans leur inscription. Fait qu'ils vont pouvoir voyager, venir passer une semaine à Québec, vivre des camps de formation, de perfectionnement, etc. Ce qu'on va pouvoir vraiment amener les athlètes au prochain niveau. C'est ça, parce que j'ai vu que vous avez des trucs intensifs puis tout, là. Oui, bien ça, c'est Exact. moi, je considère que c'est bien cute de s'entraîner 2 heures de cours par semaine, faire de la pratique libre 2 heures semaine. Moi, je considère que ça va te donner ta base, ça va te roder, puis ça va te maintenir. Mais ce que je considère qui va vraiment faire que tu vas en quelque sorte transcender ton escrime, c'est tous tes événements-là, que tu vas croiser du monde différent, puis que tu vas avoir accès à de l'expertise additionnelle pour aller vivre ça, puis qu'en plus, on va build up. Fait que, par exemple, nos profs puis nos élèves trinqués font ce qu'on appelle, comme tu as dit, des intensifs. On en donne 4 par année, c'est des camps de 5 jours. Donc, c'est 8 heures d'escrime par jour pendant 5 jours. C'est des camps de heures d'escrime, ce qu'on fait de la technique, du combat, puis qu'on te fait découvrir que tu es pas mal plus un athlète que ce que tu pensais, parce que tout le monde réussit ce camp-là. Tout le monde réussit à passer au travers. Certains plus fatigués que d'autres à la fin de la journée. Mais tout le monde passe au travers, puis vous réalisez que vous avez réussi à faire 5 jours de sport intense, puis si ça vous tente d'aller dans l'armée faire un training, vous êtes sûrement capable maintenant. Fait que ces camps-là, ben là, c'est là qu'on va adresser des sujets différents selon le thème, le camp, etc. On va déterminer quelle matière on enseigne. Ça va pouvoir être des fois la même matière des intensifs que dans les cours réguliers, mais là, comme on l'a fait en build-up, tu commences ta journée, tu apprends de la matière, mais comme on passe ensuite 2 heures plus tard à une autre matière, puis 2 heures plus tard à une matière, ben ça bâtit l'une sur l'autre. Fait que tout ce que tu fais, pratique ce que tu as fait avant, non-stop. Fait que chaque journée est transformatrice pour un élève. Mettons, là, tu fais un cours intensif, puis je suis un élève, puis je veux juste, mettons, faire de l'épée de main, parce que c'est ma préférée. Est-ce que pendant ça, est-ce que je vais juste faire de l'épée de main ou on va se promener dans le fond d'une arme à une autre parce que ça fait partie des 5 jours où je garde toujours, je veux me perfectionner dans mon épée de main et ce sera ça que jusqu'au bout de toute ma vie? Ça va être plus rare. Il y a le camp qu'on appelle perfectionnement, qui est un camp où on va plus s'intéresser à l'élève, à ses objectifs en lui-même, qui va être pour les plus avancés, que c'est un camp où on coach chaque élève de façon individualisée puis personnalisée pour ses besoins à lui. Ça pourrait arriver. Quelqu'un me dit, je veux juste faire de la une main. Je dis, OK, pas de trouble. Les camps normaux, par exemple, la matière est faite pour qu'elle soit compatible entre les armes, parce que comme la Scrim ici s'intéresse à la tactique, on va tout le temps montrer tout entre les 2 armes. Puis généralement, ce qu'on fait, c'est que, mettons, vous allez être un groupe de 15, 16 là, pour la forme. Ben, vous allez être 8 personnes d'un bord, 8 personnes de l'autre qui se font face, tout ça. Fait que là, c'est des duos. Puis les gens qui se font face s'entraînent l'un contre l'autre. Puis un duo va être à la une main, un duo à la 2 mains, un duo à la une main, un duo à la 2 mains. Fait que quand je vais faire switcher, vous faites une rotation, vous allez faire 2 mains, une main, 2 mains, une main, 2 mains. OK. Ah, ben, moi, j'aime l'idée de toucher à tout, puis d'être. Surtout si tu es dans un objectif de teaching, puis tu veux être professeur, c'est le fun de toucher à tout, là, mais je me disais, des fois, il y a du monde qui sont très. Ouais. C'est sûr que l'instructeur, je m'attends à ce qu'il soit touche à tout parce qu'il va y avoir des élèves intéressés partout. Dans le cas des élèves, ça reste que nous, une affaire qu'on amène beaucoup à ce ici, c'est que chaque arme a aussi ses avantages pédagogiques. C'est-à-dire que toutes les armes, essentiellement, du combat, c'est du combat. Okay? Qu'on entraîne un combattant à se battre au poignard jusqu'à la lance, du combat, c'est du combat. Les mêmes principes sont dans l'arrière. Par contre, le couteau, le combo poignard, qui est très dangereux, très risqué, d'habitude, les deux s'entretuent systématiquement. Vous avez peut-être déjà entendu le dicton le perdant d'un combo couteau meurt dans la ruelle, puis le gagnant meurt dans l'ambulance. Là. Fait que, essentiellement, un combo couteau, c'est... Non, j'avais jamais entendu ça. Tu pourrais être spécialiste dans le marché, on va vous dire que si tu te bats au couteau, c'est qu'il y a quelque chose que tu as fuck up dans ta vie. Mais essentiellement, on va enseigner quand même le combo poignard dans certaines situations, puis on va beaucoup tenir en compte que je pense que c'est très dangereux pour essayer de driller nos élèves à se battre de façon plus sécuritaire. Mais le combo poignard, par exemple, va beaucoup travailler le jeu de distance, de jouer sur la limite de je me range, je suis plus à portée, puis le gars frappe dans le vide. Puis c'est tellement pas protégé qu'un poignard, tu n'as pas de garde, t'as pas une longue barre de métal que tu peux mettre dans le chemin. Fait que le couteau, tout ce qui te sauve, c'est de réussir à désarmer, maîtriser l'adversaire puis le frapper, ou ne pas être là quand il frappe. C'est vrai, dans tous les combats à l'épée, tu peux l'appliquer. Mais à l'épée de main, à l'épée de main, j'ai une garde, je peux arrêter le coup.
Ouais, t'as quelque chose de plus que. Mais Ah, puis c'est Tandis qu'à c'est- Nantes, ben c'est ça, c'est comme tout le contraire. Tu sais, c'est justement, faut pas qu'il rentre faut pas qu'il rentre dans ton range. Fait que justement, pique, sois large, puis garde-les à distance le ça, plus puis par possible. Genre. exemple, tu sais, à l'épée deux mains, on va dire, puis à l'épée de main, en général, à l'épée, on va dire, tu piques quand t'es loin ou tu coupes les mains, puis tu tailles, donc tu tranches quand t'es proche. Mais à la lance, il n'y a pas de tranche. Fait qu'on va travailler beaucoup plus le combat de très loin puis de piquer, mais on va quand même montrer des trucs de bâton des fois pour se mâcher avec la lance ou aller se battre de proche ou la portée. Puis tu sais, il y a quand même quelques affaires qui existent. Mais ultimement, on va donc, comme tu as dit, travailler des extrêmes d'un à l'autre. Donc, toutes les armes amènent des Ok. peu importe l'arme, mais vont la pousser à fond. Fait que si on va faire du combat bouclier, on va être beaucoup plus dans un combat économe et de contrôle pour profiter de nos deux outils pour essayer d'aller chercher un contrôle pour gagner. Si on va être dans l'épée deux mains, on va être beaucoup plus dans l'effet de levier, la vitesse, la finesse des mouvements pour aller plus vite puis contourner la défense ou la contrôler. Tes boucliers sont quelle sorte de prise? T'as-tu les deux prises, genre prise coup de poing puis prise avant-bras complet? Je sais pas si les gens comprennent. Mais... Ben, essentiellement, nous, on va faire beaucoup de la targe écossaise, qui est un bouclier rond avec les sangles sur l'avant-bras. Donc, la main est... non, en fait, c'est une sangle puis une sangle dans la main. OK? Alors, le bouclier rond un peu plus classique. Ça va être vraiment celui-là auquel on s'intéresse parce que ce qu'on est capable de faire avec celui-là va quand même nous permettre d'acquérir des skills et des compétences qui marchent pour tout. Mais par exemple, des fois, on va jouer, c'est plus des activités on the side, mais non nécessairement de code principal. Mais des fois, on va jouer avec des boucliers à prise centrale comme un. Pardon, j'ai un petit OK. Comme des boucliers de poing. Ouais, mettons la prise, la targe, là, un petit buckle, là, genre, là, puis C'est ça, il prend pas. Mais ça, l'autre Joe, l'autre Joe, moi, il se j'aime battait ça. de même. Là. Ouais, moi, j'aime ça. Ben, même à la targe, on va montrer des techniques qui impliquent de lier les deux mains puis d'avancer avec. Puis sinon, puis justement, ces techniques-là, on peut les transférer immédiatement au boc, puis ça fonctionne très bien. Fait que soit on utilise la tâche, puis la tâche permet autant un jeu de j'ai mon bouclier proche de moi, puis je fais mes affaires, autant un jeu de je vais aller chercher du contrôle loin en tendant les deux bras ensemble pour qu'ils s'entreprotègent puis qu'ils entre-contrôlent l'adversaire. Donc, c'est un outil. La tâche est vraiment très versatile. Encore une fois, c'est un des derniers boucliers qui a été utilisé militairement. Là. Certains soldats écossais faisaient des charges contre des écossaises avec ça, puis chargeaient contre les soldats britanniques qui avaient des armes à feu là, avec des... Donc, Je vous aurai! ouais, ben, c'est l'un des boucliers les plus récemment utilisés. Même, il y avait des techniques qui faisaient un angle avec le bouclier parce que s'il était un homme chanceux, le boulet pouvait dévier sur le bouclier. Bon. C'est probablement pas très fou, man. risqué, mais quand c'est ce que t'as, c'est ce que t'as. Fait que, Ouais, c'est ça. fait que ça va être souvent celle-là qu'on va enseigner. Donc, ça va être un bouclier qui est plus moderne, qui est plus récent, mais qui permet bien d'enseigner les principes généraux du combat bouclier qui s'appliquent bien ensuite à toute autre forme de bouclier. Puis qu'encore une fois, on va être dans la tactique de comment utiliser un bouclier de façon efficace pour simplifier ton combat pour te permettre de gagner plus facilement. T'as-tu des anecdotes? J'aurais l'impression. Ah, excuse, vas-y, John. Non, ben, je me demandais si t'avais des. Tu sais, t'as plein d'histoires, des belles anecdotes de combats qui t'est arrivé. Là, je suis sûr que t'as plein de petites histoires le fun. Là. Oui. Il y a autant les deux extrêmes, des fois que j'ai vécu des combats qui étaient vraiment agréablement surprenants ou des histoires de coaching qui étaient vraiment le fun. Autant que j'ai eu des combats des fois qui étaient absolument lamentables puis que c'était comique. Là. Si je pourrais commencer par une histoire qui est justement pas très glorieuse. Moi, je suis un gars d'épée deux mains principalement. Là, c'est vraiment mon truc. OK. Mais à un moment donné, il y avait un tournoi aux États-Unis qui était quand même cool. Il y avait des belles règles, tout ça, qu'on dit « Hey, on y va », mais c'était un tournoi vraiment de sabre, donc d'épée une main. Je suis quand même, je pense, dans la moyenne forte à l'épée une main parce que je l'enseigne, puis comme nos principes sont universels entre les armes, dire « Mets-moi n'importe quelle épée dans les mains, je vais me débrouiller ». Mais ça reste que, tu sais, j'ai pas l'effet de levier, j'ai pas, tu sais, des trucs comme ça qui se passent qui fait que j'étais moins bon. Mais je m'étais quand même entraîné, je me disais, je vais aller à ce tournoi-là, ça devrait quand même aller relativement bien. Puis c'était pas un très gros tournoi, c'était genre 36 participants, je pense. Mais j'ai fini dernier, là, je me suis fait exploser la gueule. Là-bas, il était vraiment bon, first. Puis deuxièmement, j'étais arrivé là en me disant, je me suis pas mal entraîné, tu sais, je me dis, je vais m'entraîner pas mal, me préparer à ce tournoi-là. J'étais arrivé là, c'était dégueulasse, là, j'avais vraiment honte, je suis comme, je suis prof d'une des plus grosses écoles d'escrime médiévale, puis je me prends de gars, je finis dernière place dans un tournoi, puis c'était vraiment magnifique. Fait que ça avait été cocasse. Inversement, tu sais, je suis allé à un événement récemment où justement on est allé se battre, puis ça, c'était le cas qui était drôle. Là. C'est souvent mon histoire. En général, je performe bien quand je suis blessé, en fait.
Fait que j'avais pris une débarque par des marches l'hiver passé, puis je me suis tordu à cheville gauche. Fait que j'étais en rémission, mais à peine capable de marcher dessus. Puis mon genou droit, j'ai défait tous ses ligaments il y a genre 10 ans. Mon genou droit, si je fais pas de squat, je m'entraîne pas, j'ai plus de ligaments que mon genou. Mon genou peut n'importe quand twister, je tombe à terre, puis après ça, pendant une semaine, je marche avec une canne. Donc, il faut vraiment faire de la musculation pour garder mon genou en état. Le problème, c'est qu'en me tordant la cheville, je pouvais plus faire de musculation sur mes jambes, fait que mon genou était faible, puis ma cheville marchait pas bien. Puis là, je regardais la date de mon tournoi aux États-Unis, en Ohio, à Brocher, puis j'étais comme, ça va être vraiment sympathique. Fait que je suis arrivé là-bas. Essentiellement, je pense que ça faisait 2 ou 3 mois que je m'étais pas battu à l'épée parce que j'étais pas capable. Puis là, la semaine d'avant, je dis, bon, je vais faire un soir de pratique libre, je vais faire quelques combats à l'épée de main, quelques combats à l'épée de main. Puis après ça, ben ouais, on embarque en char, on fait une run de 14 heures de char pour aller là-bas. Puis le lendemain matin, on s'en va se battre, puis tout ça. Puis bon, on s'entend, j'ai pas gagné ce tournoi-là, mais j'étais quand même dans une catégorie qu'on était un bon 70-80 combattants dedans à l'épée de main. Puis essentiellement, je pense que j'ai fini 14e ou 17e. Puis les 2 seuls combats que j'ai perdus, c'était contre justement des combattants de 6 pieds 2, 6 pieds 4. Fait que les autres étaient quand même de me frapper de loin puis vraiment reculer vite. Puis là, moi, j'étais prêt à les suivre. Là, je boitais là, pour me battre. Puis malgré tout, les deux combats ont fini par 1 ou 2 points de différence. Fait que j'ai vraiment été vraiment très, très tête. Puis un des combattants adverses que j'ai battu, je pense que je l'ai battu 10-1, quelque chose de même. Puis cette combattante-là, en fait, a gagné la médaille d'argent dans le tournoi. Fait que c'était pas dans une position de pouvoir me battre aussi bien que j'aurais aimé. Et ça a étonnamment vraiment bien été. Fait que ça, c'était cocasse. Généralement, quand je suis blessé, je suis tellement focus à pas vouloir me faire mal, à être concentré sur mes trucs. Puis en fait, j'ai pas le temps d'être stressé et de penser à autre chose. Fait que je suis vraiment à mon meilleur. Puis quand j'arrive, j'ai des attentes envers moi-même. Puis à ce moment-là, je suis vraiment pourri. Mais L'humilité, c'est ça qui Avant les arrive. tournois, là, faut couler une cheville ou genre te casser un doigt ou quelque chose comme ça. comment ça? C'est ça le truc, genre avant un tournoi ou quelque chose, faut te casser un doigt. Encore une fois, je suis pas mal sûr que votre émission, de même que l'Académie Scrimici, ne recommande pas l'automutilation pour performance. Non. On tient rapide. C'est ça. En effet, en tout cas, c'est sûr que ça rend plus focus parce que j'ai pas le choix. Mais c'est le cas qui est quand même cocasse. Mais c'est ça, tu sais, j'avais un combat aussi que je me rappelle, c'était dans mon premier tournoi. Il y avait un combattant d'un groupe qui est arrivé, puis le gars était quand même, tu sais, bâti comme un cheval, là, tu sais, il était vraiment fort, puis large, puis tout ça. Puis le gars, il est en train d'enligner pas mal de ses combats, puis ça allait bien ses affaires, puis tout ça. Là, maintenant, on se parle un peu avant, parce que là, on sait qu'on va se battre contre à 2 mains. Puis là, il me dit, je sais pas si c'était vraiment sympathique ou un peu de façon orgueilleuse, en tout cas peu mais il me dit, ouais, j'ai hâte de me battre contre toi, là, ça a l'air cool, mais en tout cas, je te recommande de pas te ramasser au corps à corps contre moi parce que c'est là que je torche. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, ouais, c'est parce que je me suis torché. Parce que c'est le tournoi que j'avais fait genre 2 mois après m'être tordu du genou, là, tu sais, jusqu'avant, je marchais avec une canne, tu sais. J'étais comme, c'est juste parce que je suis blessé que je fais attention de pas me rendre encore à corps, mais c'est ma spécialité, là, tu t'en viendras, tu sais. Puis on l'a, malheureusement, ce qui est plate dans la vidéo, c'est que la personne qui filmait, il y a un arbitre au moment de la passe qui se met entre la caméra, puis tout, mais on le voit quand même un peu. Le gars, on commence à se battre, mais c'est une fois, il s'avance, j'y chope les mains, je le frappe, tu sais. J'ai fait des cheap shots, il est pas capable de s'approcher de moi. Puis à un moment donné, dans la 3e ou 4e passe, il décide qu'il me rush. Il est tanné. Fait qu'il décide qu'il me charge comme un train de marchandises. Puis tu le vois, là, on commence aux 2 extrémités du cercle. De coup, il part comme un missile. Tu le vois disparaître derrière l'arbitre. Qu'est-ce que tu me vois, c'est que je perds son coup d'épée, puis je mets l'épée sur le bord de la tête, puis je fais un pas de côté, puis je le flippe, puis je le lance à terre. Puis tout ce que tu vois, c'est il arrive, il disparaît derrière l'arbitre, puis tu le vois juste boum, plonger de l'autre côté à terre derrière moi. Fait que ça avait été une shot, justement, t'entends plein de monde rire ou genre wow dans ce passe-là. Fait que ça avait été une quand même très drôle. Fait après ça, il m'a pas foncé dedans. Mais c'est ça, plus t'es grand, plus t'es gros, puis plus tu tombes fort. Possiblement, mais je t'avouerais qu'être grand puis large, ça a quand même un impact assez positif pour la plupart des combattants en escrime parce que tu ne veux pas petit levier, là, tu peux peser, fait que même si tu rentres encore, tu peux écraser l'adversaire. Même si t'es pas si musclé que ça ou si large que ça, juste le fait que tu as un avantage de levier par la hauteur, c'est quand même bien. Puis, on se le cachera pas, là, avoir les bras plus longs fait que tu as plus de cibles disponibles. Cependant, la chose la plus importante, c'est la taille de ton épée, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que si je me bats contre un gars de 6 pieds 4, pendant que moi je fais 5 pieds 9, mais que tous les deux, notre épée fait 1m45, je me vais ses mains en même temps que lui. Fait que dans le fond, l'important, c'est d'avoir une grosse maillotche.
Je dirais que ceux qui prétendent le contraire, c'est probable qu'ils ne savent pas utiliser leur épée. Il y a tout le temps la joke, c'est pas la taille qui est importante, c'est ce qu'on... Ouais, c'est ça, Et je te garantis que la taille, et à part si tu prends de quoi de démesurer un point tel que tu n'es pas capable de l'utiliser, on s'entend, il y a quand même un calcul qui existe de ratio de grandeur d'épée versus grandeur du combattant, là. Mais ça reste qu'ultimement, avoir une plus petite épée que ton adversaire, c'est rarement avantageux. Ils auront plus loin, mais OK. pas mieux, puis tout. Ouais. Fait que, on s'enlignait vers la... Excuse, je t'ai coupé. Là, vas-y. Pas de stress. On s'enlignait bientôt vers la fin, fait que là, on va régler cette question-là tout de suite. Là. Qu'est-ce que tu penses des gens qui se battent avec 2 épées courtes? Oh boy. OK. Moi, en fait, je trouve ça vraiment fabuleux et passionnant. OK? Historiquement, on n'a pas beaucoup d'informations sur le fait que ça a été fait. En tout cas, jusqu'à date, il n'y a pas grand... Fait que c'est souvent regardé un peu de travers par bien du monde dans la communauté. Ce qu'on voyait plus souvent, maintenant, ça va être des rapières avec main gauche, donc une dague plus développée, puis la défense avec une grosse garde, tout ça. 2 épées, il n'y a pas beaucoup de cas, mais nous, personnellement, ça nous arrive des fois de faire des cours d'exploration de combat à 2 armes. Mon expérience en la matière, mais comme ma prétention aussi, c'est que je pense que personne n'est vraiment bon là-dedans parce que c'est très difficile. Fait que, tu sais, il faut prendre ce que je vais dire avec un grain de sel. Mais essentiellement, c'est que le cerveau humain peut se concentrer efficacement à faire une seule chose à la fois, de base. Okay, le monde qui dit qu'ils multitask, ils sont juste bons menteurs. Puis, fait que tu as tellement de choses à penser qu'il y a plus de chances que tu sois en train de penser à la mauvaise chose. Par exemple, je suis concentré sur mon épée gauche au moment que tu me frappes à droite, que je vais me faire pogner. Par contre, c'est évident, peu importe c'est quoi ton setup, qu'avoir 2 armes contre une, c'est gagnant. Que ce soit épée-bouclier contre une épée, que ce soit 2 contre une épée. On pourrait débattre avec l'épée 2 mains parce qu'elle est tellement, elle peut être beaucoup plus longue, puis tu peux te débrouiller avec la portée. Mais ça reste qu'avec 2 armes, ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux activement dire je tasse ton arme, je garde pression dessus, puis là, je ferme la distance. Pendant que t'es pogné, essayer de sortir, moi, je peux te frapper avec l'autre. C'est indiscutable que c'est un avantage notable. Je pense qu'un bon combattant qui a 2 épées, qui sait ce qu'il fait, va généralement pouvoir gagner contre un combattant à l'épée 2 mains, mais ça va quand même dépendre du combattant à l'épée 2 mains et de la longueur de son épée. C'est sûr, c'est une épée 2 mains qui est courte, contre 2 épées courtes, tu vas te faire battre plus facilement parce que tu n'as pas assez d'avantage de portée, mais c'est sûr que l'épée 2 mains que j'ai, c'est une vraie épée 2 mains que quand je suis debout, elle m'arrive à l'épaule, puis que donc j'ai vraiment quasiment 1,5 fois la taille d'une épée de main. Je suis assez confiant que la personne à 2 épées va pas réussir à se rendre à moi. Mais à partir de là, il y a tout le temps plein de choses, le contexte, la tactique, la compétence des combattants, l'état d'esprit, la nature des armes. Personnellement, moi, je trouve ça passionnant, mais c'est vraiment difficile, là. Généralement, j'aime bien dire que de combat à 2 épées, c'est un slugfest de 2 personnes qui s'entretuent continuellement. Ça ressemble pas mal à du combat de couteau à ce niveau-là. Mais ça peut être très flash, puis très cool qu'il existe de combat à 2 épées. Mais fait qu'il n'y a pas de tournoi d'épée de 2 épées, là. Peut-être, je peux pas parler pour les autres personnes, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Mais tu n'as jamais vu. Je ne suis pas un amateur fini de tournoi. Personnellement, le côté du tournoi qui est un sport jugé, c'est une partie que je considère que le tournoi, c'est une belle pratique sportive pour être sous pression, avoir peur de perdre. Parce que quand tu t'entraînes avec tes camarades, oui, l'orgueil peut faire que tu es frustré de perdre des combats, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune conséquence. Quand tu sais que tu te fais toucher dans ce match-là, c'est fini. Ou tu viens de perdre des points, tu es plus stressé. Fait que moi, je trouve que ça met de la pression. Avoir peur de perdre un combat, c'est important pour être un artiste martial complet, parce que dans la vraie vie, il avait peur de mourir. Peut-être une pression qui va s'en rapprocher le plus possible dans notre époque. Heureusement que c'est ça l'étendue de la pression la plus proche possible d'avoir peur de perdre le combat. Mais donc, je considère que c'est intéressant, mais je considère pas que ce que je vois dans les compétitions est vraiment si souvent que ça des bons combats. Parce que trop de fois que les juges ne voient pas la touche d'un combattant qui donne le point à l'autre, etc., qui fait que c'est trop souvent douteux où ils font des règles, genre le premier qui touche gagne. Fait que là, on se ramasse à avoir des combos parce que c'est la personne qui rentre le plus vite dans l'autre. Tu sais, tu vois que techniquement les deux s'entretuent, mais l'autre a touché une demi-seconde avant à gagne. Tu sais, il y a un paquet de trucs que ce faisant, je suis pas un gros fan de tournois, fait que je pourrais pas vous dire que tous les tournois n'ont pas de combat à 2 épées, mais j'en ai pas vu dans mon expérience quand même respectable aussi en la matière. OK. Ouais, ben tu sais, là, on parle de tournoi puis de points, puis je me dis, tu me disais, c'est une base de 10 points, fait que dans le fond, tu pourrais arriver 10-10 contre plein de monde, puis ça va être ton nombre de points, même si tu as fait des nuls avec tout le monde, c'est ton nombre de points qui fait que t'es premier, deuxième, troisième, dans le fond? Ça va dépendre de
des règles de tournoi. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si je dirais que ouais, nous, on ouais. fait à Scrim ici, on n'a pas encore organisé de tournoi, mais on fait des entraînements de tournoi avec nos règles parce qu'un jour, on veut en organiser un. Nous, on veut vraiment encourager fortement le combat qu'on dit clean, donc tu touches sans le match chaque tour. Puis nous autres, on a dit, au lieu de pénaliser le monde qui s'entretouche, parce qu'il y a des tournois qui disent, dès que ça fait 3 fois que vous vous entretouchez en même temps, vous êtes disqualifié, par exemple. Les deux? Bon, là, si je viens d'Europe pour aller faire un tournoi, puis parce qu'un juge me voit mal, il me disqualifie, je le trouverais plate. Parce qu'il faut se rappeler que non seulement tu pénalises au lieu de renforcer le comportement que tu veux, fait que c'est pas pédagogiquement viable selon moi. Puis deuxièmement, comme tes juges peuvent faire des erreurs, pénaliser sur de quoi qui est potentiellement une erreur, déjà que des combattants en tournoi sont pénalisés quand tu vois mal leur coup, je suis pas d'accord. Fait que nous, à la place, nos règles qu'on a, c'est en tournoi, on a 2 secondes au lieu de 3 secondes pour l'après-coup. Puis nos règles sont assez basiques. De base, c'est 1 coup pour les coups des bras, 1 point pour les coups des bras des jambes, 2 points pour les coups dans la torse ou au corps, au torse ou à la tête. Mais la règle qu'on a, c'est que si tu réussis à ne pas te faire toucher, on multiplie par 3 tes points. Oh! Si tu arrives et que tu sais pas défendre tes mains, je te coupe les mains et je recule, c'est 3 points directs d'une shot sur 10. Si je te frappe à la tête, c'est 6. Donc, Oh shit! si tu te bats mal, tu vas payer très vite. Est-ce que tu veux jouer le risque de trader des coups de je te frappe dans la tête contre un coup dans le bras, je fais un point de plus que toi, dès que tu vas faire une vraie erreur, tu vas perdre. Puis, littéralement, on accepte les points de tout le monde. Si tout le monde s'entretouche, ça mettons, tu me fonces dessus, je te pogne dans l'épaule, tu me pognes dans la tête, tu vas avoir 2 points, je vais avoir 1 point, on va se séparer. Mais c'est après ça, tu essayes de se manœuvrer en disant, hey, ça m'a fait un point de plus, c'est worth it, je vais parer avec mon bras, puis je vais le frapper dans la face. Admettons, cool, tu pourrais faire ça dans la vraie vie. C'est pas bon. Puis c'est pour ça que ça donne un score pas bon. Mais la fois que tu vas essayer de faire ça, tu dis, je perds, puis je vais le regarder en face, puis moi, je m'en vais pour te frapper, mais je jump en arrière, à ce moment-là, je te frappe dans le bras, tu me touches pas. Puis là, je fais 3 points, rien, tu regrettes. Et littéralement, on a fait le run de ces règles de tournoi-là à Montpellier, proche de Gatineau cet été. Donc, on invitait des combattants de nos différentes écoles de scrim ici, puis il y avait même un gars de notre club qui était avec nous autres. Puis, on a littéralement vu des combats se gagner 10-0. Parce que le combattant était là, bloquait un coup, frappe à la tête, il reculait 6 points, bloquait un coup, frappe à la tête, 6 points, fin du combat. Tac, tac. On fait deux coups, c'est fini, ouais, c'est ça. Le monde va peut-être dire que c'est plate, mais dans ma tête, si tu veux qu'un tournoi représente de la bonne escrime, un combat qui est réaliste, qui est valide, ben dans ma tête, il faut que tes règles encouragent exactement ça. Puis je pense que nos règles le font. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on pénalise rien de négatif là-dedans sur les mauvais comportements, mais on s'assure. Mais t'encourages les bons. C'est le fun, j'aime ça. Puis tu sais, réalise que si mon combattant réussit à faire 2 coups clean à la tête de 6 points, sans se faire toucher, ça veut dire mon combattant, c'est assez bien se battre que même si je te donne 2 secondes puis un pas pour aller le chercher puis frapper plusieurs fois dessus pour le pogner, t'as pas réussi. Ça veut dire qu'il s'est bien battu. Ben oui. Fait que oui, il y a bien que ça va être un slugfest de tout le monde s'entretue, mais bien d'autres fois, on va avoir des combattants qui vont avoir des bons résultats puis qui vont réussir à se démarquer. Puis on pense que c'est la voie de l'avenir, mais il faut juste que le monde y adhère, mais c'est pas tout le temps instinctif. Non, ouais, c'est mais ça, c'est s'adapter, ouais. Je pense que ça pourrait être transposé aussi, même dans les PMOS, là, fait que... Ben, tu dis ça, mais en fait, là, je vais avoir l'air vraiment de pas être un très bon homme d'affaires là-dessus, mais mon équipe était, si je ne m'abuse, c'est à Belenos, parce que je suis tout le temps, moi, personnellement, je suis un peu confus vu que c'est le même terrain entre Brume-Lens et Belenos, qui sont quand même 2 gros GM. Mais à Belenos, durant l'été, je ne suis pas sûr à savoir que c'est Belenos, mais à Belenos, durant l'été, il y avait un tournoi de Finlande. Puis, dans ce tournoi-là, essentiellement, on avait de nos profs, de notre staff qui sont venus animer un tournoi. Fait que c'était un combat TP-mousse, mais qu'on faisait fonctionner en partie avec nos règles. Là, on n'avait pas fait nos règles à 100%, mais la prochaine fois, on va les appliquer encore plus à 100%. Et bien sûr, il n'y a pas de stock puis de coups à tête, mais pour le reste, avec les règles de 2 secondes, tout ça marchait. Fait que c'était intéressant parce que là, tu voyais que tout à coup, les combattants qui essayaient de dire « je te snipe vite » puis se manger un coup à retour, ça marchait pas très bien. Ben, Ah ouais, moi si j'organise des tournois, c'est sûr que je vais prendre ces règles-là. Là, je les trouve fucking nice. C'est sûr qu'on fait ça, c'est bon ah, ça. Ouais, c'est vraiment c'est hot. bon, hey, merci Alex, man. Tu nous as décrit ça, tu nous as dépeint le sport de A à Z. Là, évidemment, je pense qu'on pourrait en parler. Ouais, c'est des anecdotes tu dois en avoir par l'invité. Fait que John, je pense qu'on serait rendu là. Je te peux dire pas de jingle romantique. Mais non. Mais là, ouais. Ben, avant de poser la question du fantasme, je me demandais, tu as fait des tournois un peu partout. Là. Tu parlais d'Europe, d'États-Unis, Canada. Je sais que c'est pas ton trip. Personnellement, mais il y en a. Mais je me suis pas assez impliqué pour me payer un billet d'avion pour aller à l'étranger.
On a comme projet de peut-être le faire en Amérique du Sud cette année, entre quelques crinqués. Ça va être à voir. OK. J'en ai pas mal sur ma planche pour me rendre avant de décider d'y aller. Là. Je me demandais, tu sais, y a-tu plus de tournois au Canada ou aux États-Unis? Tu sais, le monde, mettons, que tu sais, pas juste de Scrimissi. Mais ouais, toi, Scrimissi, c'est vraiment plus Canada, j'imagine. Ça vient, vu que c'est comme. Scrimissi, en ce moment, c'est uniquement au Québec. On est en ce moment en train de travailler avec un partenaire pour ouvrir en Amérique du Sud aussi. Là. Éventuellement, on fantasme d'être international. Fait qu'on j'ai un partenaire d'affaires qui, en ce moment, il est venu au Canada se faire former, puis en ce moment, il est au test dans son école, il enseigne, il pratique des trucs, il vient en formation pour être prêt à quand il va repartir, notamment au Chili. Je vais le suivre avec lui. On va former notre première cohorte de profs au Chili, ouvrir nos premières écoles. Là, c'est un gros projet qui s'en vient, mais c'est encore... on a encore du temps. Là. Mais autrement, c'est ça. C'est vraiment québécois, la Scrimissi. Mais je dirais, pour en revenir... Le IMA, mettons, ouais. C'est vraiment... C'est le plus large. Population. Fait que, tu sais, c'est clair et net. Il y a beaucoup plus de tournois qu'au Canada. Même si la scène Québec-Ontario est quand même pas pauvre, là, c'est vraiment pas humiliable la quantité de pratiquants qu'on est. Puis, mais c'est sûr que c'est en Europe que la vraie affaire se passe. Je veux dire, du tournoi de haut niveau avec beaucoup de monde et en grosse quantité, il y en a en masse, puis eux autres, ils n'ont pas de kilomètres à faire entre deux tournois pour aller le faire. Là, il y a une très belle scène de tournoi en Europe, là, mais je dirais que c'est de plus en plus cool, puis le calibre est de plus en plus intéressant en Amérique aussi. Fait que c'est quand même bien. OK, cool. Cool. Bon, fait que là, on va y aller avec le fantasme des joueurs. Mais là, pas de joueur, là, ce serait ton fantasme, toi, en tant que professeur. Je t'en geek aussi que ça peut se poser, il n'y a pas de stress. Les deux, d'abord. Ton fantasme de joueur, c'est-à-dire pas de limite monétaire, l'imagination est ta seule limite. C'est quoi que t'aimerais ou que t'aurais aimé vivre en tant que joueur dans un GN? Puis en tant qu'instructeur, mettons. Là, puis après ça, ensuite en tant qu'instructeur. OK. Ben, en tant que joueur, j'organisais mon GN, puis j'avais le fantasme probablement irréaliste de dire, parce que mon GN permettait quand même des trucs que la plupart des gros GN ne permettront jamais. Des 40-50 joueurs, ça se faisait. Mais j'avais vraiment un fantasme en de monter un GN qui se rendait à 1000 pour faire vivre toute ma géopolitique, mes conflits vraiment hardcore à gros niveau. Ça a été mon fantasme pas mal. Puis, tu sais, je dirais que si je voulais refaire un gros truc de GN, ça serait ça. Et ça va venir à mon fantasme d'instructeur parce que c'est un projet sur lequel je vais commencer à travailler bientôt. En ce moment, il est juste des ménages. Mais on veut organiser un événement, en fait, de HIMA ouvert aux GNistes parce qu'on va le faire dans un format qui permet aux GNistes d'y aller, qui va être essentiellement un camp d'une fin de semaine dans lequel on va prendre, louer genre un terrain style, tu sais, j'aimerais une place genre Bélénos, qui est une forteresse. Ce que je vais faire, c'est un camp dans lequel on va dire au monde, vous pouvez tous venir participer. Ce qu'on vous demande, c'est avoir des gars style gars de hockey, un garbison de GN, des coudes en plastique, un gorgerin en dessous. On va vous prêter des masques d'escrime puis des épées d'escrime en plastique. Parce qu'avec peu de gear, quand on est aux épées de nylon, qui est les simulateurs de base, on n'a pas besoin de beaucoup plus d'équipement que ça. Puis mon rêve, c'est de faire une formation de base à 200-300 personnes sur quelques trucs de base de combat, du combat de groupe, du combat en... Puis je veux faire des batailles d'escrime, mais de 100 contre 100, des prises de phare, etc. Fait que mon but, c'est de rassembler pas mal tout le monde de l'Académie Scrimissi. En partant, on est plus qu'une centaine, fait que ça fait déjà pas pire. Puis d'aller chercher justement une couple de craqués qui voudraient vivre une expérience de OK, maintenant, tu as le droit de piquer dans la face, les épées, ils ont des gardes en métal, fait que tu arrêtes les coups, puis tu sais, des affaires de même parce qu'on a de l'équipement adéquat. Là. Fait que ça, c'est un projet sur lequel je travaille tranquillement, pas vite, là, que je mets en tête. Là, ce sera vraiment pas pour l'été prochain, mais vraiment que dans 2 ans, ça en est un truc que je veux faire. Parce que je veux réussir à faire un pont entre les différentes communautés du médiéval. Puis je pense que ce genre d'événement-là, c'est sûr que faire de se manger des coups d'épée de mousse, ils ne pourront pas le faire. Là. Ça va pincer un peu pareil. Là. C'est plus comme du paintball que jouer au laser tag. Okay? Mais mon but, c'est de dire, hey, si tu fais de GN, tu as envie d'aller dans du combat de groupe et individuel un petit peu plus loin, puis tout ça, je vais faire de quoi qui va être un point commun. Parce que moi, si j'ai juste à fournir des épées et des masques, je suis capable de fournir pas loin de 200 personnes de façon quand même sécuritaire. Okay. Le monde amène leur gambison, genre des couches de rollerblade, des gorges à veine décaquées en dessous, puis des genouillères. Là. On va être capable de s'amuser, puis faire de quoi de réaliste, puis de cool, tout ça. Là. Fait que ce serait pas un GN, non, ça serait malade. RP, ça serait fou. Un événement martial style GN. Okay. Fait que ça, c'est mon... Si tu fais ça, là, pense à nous deux, pense à moi en tout cas. pense à nous, puis moi j'ai de la gear vidéo puis tout pour faire des. C'est sûr que je veux
je veux venir m'amuser, puis j'aimerais ça, filmer ça, puis après ça, tu vas pas t'en servir, puis tout, puis ça serait vraiment nice, là. C'est clair qu'on Faire une petite couverture. le but, c'est de faire de quoi, justement, pour qu'on puisse tous se rassembler sur les points communs de notre passion, qui est le côté combat à l'épée. Ceux que ça intéresse pas, ben ça intéresse pas, mais de mon expertise, je vais faire ma part à ce niveau-là, puis on va faire des codes cool, puis tu sais, il va y avoir des ateliers. Ouais, Et si je suis sûr. un sujet, ça va être the place, là. Mon but, c'est de faire de codes cool. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui Ouais, tu sais, sont c'est. déjà bien down, là. Fait que. Ouais, tu vas pouvoir aller Assurément. rechercher du monde ou tout du GN qui vont faire comme Ah, c'est donc ben fucking nice! Puis que là. Ah ouais, je suis sûr que ça Ouais, va. c'est ça, mais ça c'est va comme chaud au d'aller bout, toucher, là. c'est comme d'aller toucher un peu. C'est comme d'aller toucher à l'âme vive, au BO un peu, mais un peu plus mollo, mettons. Ouais, non, ben c'est ça, c'est que avec un peu de protection, puis les épées en résine de nylon, c'est quand même sécuritaire. Tu sais, ça peut pincer, mais il n'y a personne qui va se blesser gravement que ça. Puis avec des règles, justement, de tu te fais toucher, t'es mort, puis à la limite, t'as un pas pour remettre un coup. Mais on est dans une mécanique qui rend ça accessible à tout le monde, mais qui permet de vivre c'est quoi le feeling d'un vrai combat ou contrôler l'adversaire avec tes parades, puis tout ça, c'est important. Puis de pouvoir avoir des combats un peu plus libres, tu sais, tu peux frapper dans le masse d'escrime de la personne, c'est sécuritaire, etc., pour qu'on crée un feeling qui est un petit peu plus proche de la vraie vie que les batailles d'épée mousse qu'on se frappe une fois sur un bras de full plate pour que ça fasse de quoi. Là. Fait que c'est ça le plus. Fait qu'en terminant, mettons, où est-ce qu'on. Tu plugger, mettons, ta page. Je sais que vous avez une page Facebook, vous avez un site internet aussi, vous avez une page YouTube aussi avec quelques petites vidéos. Fait qu'on va tout mettre ça en commentaire. Y a-tu comme un espèce de plug, mot, autre quelconque mot de la fin? Là, on te laisse le mot de... Ouais, c'est sûr que le YouTube est plus un outil avec quelques vidéos, c'est pas la vraie affaire. Facebook, c'est clairement là où ça se passe. On a quand même du contenu pas pire sur Instagram aussi. Mais je dirais, la vraie affaire, c'est de se présenter dans les cours. Tu sais, moi, c'est souvent ce que j'aime dire. C'est sûr que c'est pas jouer au volleyball que tu t'inscris dans un gymnase et tout ça. Tu peux t'attendre à ce que ça te coûte 1200-1400$ par année. Mais tu sais, on fournit 20 jours de camp intensif que tu peux prendre d'inclus. Tu as des fins de semaine avec des activités uniques, en plus d'avoir 2 soirs de cours par semaine, tout ça. Moi, ce que j'aime tout le temps dire, surtout que je m'attends à ce que c'est peut-être un préjugé, là, mais je veux dire, étant donné que je fais partie de ça, c'est pas partout de façon insultante, mais on s'entend quand une gang de nerds et geeks, là, c'est assez tough de se trouver un sport qui nous a rejoint vraiment, puis de aller pousser de la forme dans un gym. Il y a du monde qui apprend à aimer ça, puis de courir après une balle, ils peuvent apprendre à aimer ça aussi. Mais je veux dire, quand on aime Donjon Dragon, les GN, Game of Thrones, je me dis, il me semble qu'il n'y a pas même plus belle manière de bouger que de littéralement, genre, aller jouer à l'épée, apprendre à bien le faire. Puis accessoirement, tu t'en rendras pas nécessairement compte sur le coup, mais à la fin de la soirée, tu vas être en sueur, tu vas bouger, puis après un an ou même 6 mois ou 3 mois, tu vas être en plus grande forme que tu n'as jamais été. Puis on dit tout le temps, ce qui est important de faire du sport, c'est de le faire de façon stable, de façon durable. Tu sais, c'est pas de faire une grosse semaine de sport, puis après ça, je vais me refaire pendant un an. Puis la meilleure manière de faire du sport de façon durable, puis sérieuse ou disciplinée, ben, c'est que ça soit facile, puis le fun, puis motivant. Puis je pense que jouer avec des épées pour du monde comme nous autres, c'est pas mal la meilleure manière de le faire. Fait que, moi, c'est ça que... Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. L'expérience est pas mal clé en main pour quelqu'un qui veut s'impliquer un minimum, puis c'est trippant, puis vous allez progresser vite, puis c'est une maudite belle communauté de passionnés, puis là, donc on est au bon endroit. Yes, ben, Mel, merci. Je ne peux pas mieux closer ça. Merci infiniment, Alexandre Ménard, instructeur. T'es directeur aussi? T'es directeur général je suis chef de la direction. J'ai délégué le rôle de directeur général à quelqu'un, mais je m'occupe de la direction at large pour tout ce qui est, surtout niveau escrime, projet, programme, etc. Mais... Yes, ben... Merci infiniment, man, encore pour ton temps, ton partage. Tout. Je pense que tu as crissement bien expliqué à tout le monde c'était quoi, comment ça fonctionnait. Tout. Même oui, là, c'était un peu vague. C'était quoi le HMA et tout ça. John, ben merci. Merci d'être toi et merci d'être là. Merci pour ton beau gobelin en argent que tu as fait. Donc, on se retrouve bientôt dans un autre épisode. Je pense que le prochain épisode, en plus, là, on parle à du monde de la meute. C'est ça que tu m'as dit. Des Vikings. Ça va y aller autour. Du beau monde. Du beau monde. Yes. Fait que sur ça, ben, je vous aime. Merci à tout le monde de nous avoir écouté encore épisode tout en combat. Fait que John, arrête-moi.